Mais désolé pour ce petit retard, désolé, c'était de la faute d'Émilie. Ah bah bien sûr, il faut une coupable. Non, pas du tout, pas du tout. C'était de ma faute, on avait un petit souci avec la page Facebook. Donc voilà, j'en prends l'entière responsabilité, mais on a eu le temps de bien se préparer et c'est le premier live de Margot. On va vous encourager, Margot, bonjour et bienvenue pour ce premier live. Merci Jérémy, bonjour Émilie aussi. Bonjour à tous, on est ravis vraiment, c'est la première fois, donc là c'est parti. Margot. Donc Margot, professeure de couture métier de la mode, exactement, le titre c'est CAP métier de la mode, donc chez YouSchool évidemment. On vous présente la plateforme YouSchool car il y a des inscrits à la plateforme qui suivent ce live, mais pas que, il est ouvert à tous et il y a aussi des gens qui ne sont pas inscrits. Donc est-ce qu'on peut parler un petit peu du CAP métier de la mode de la plateforme YouSchool? Margot et Émilie, peut-être que vous pouvez en parler et des fonctionnalités pour ceux qui ne connaissent pas encore. Oui, tout à fait. Alors en fait, sur la plateforme, vous allez retrouver toute la formation vêtements flous. Et ce qui est très intéressant chez YouSchool, c'est que vous pouvez suivre cette formation à votre rythme, poster les photos de vos réalisations. Donc vous retrouvez toute la formation avec tous les cours, les vidéos. Vous postez les photos de votre réalisation et en fait, toutes les profs sont là pour vous répondre et puis toute la communauté est là pour s'entraider. Donc c'est vraiment très intéressant de fonctionner comme ça pour votre apprentissage. C'est vrai que c'est une vraie plateforme très intuitif, facile d'utilisation, où en fait les profs ainsi que les élèves peuvent échanger en permanence sur différentes techniques, différentes pratiques, etc. Tout à fait, ça ressemble vraiment à un réseau social, donc il y a une interaction qui est très intéressante et qui aide vraiment à progresser, puisque on a une réponse assez rapide des professeurs sur le travail qu'on a effectué. C'est ça, exactement. D'accord, très bien, très bien. Pas trop de trac, Margot, pour ce premier live? Un petit peu le trac, ouais. Je risque de bafouiller un petit peu. Bon, ça va aller, on vous en tiendra par rigueur. On rappelle que ce live est disponible sur la plateforme YouSchool dans les informations générales, également sur notre compte YouTube, donc c'est YouSchool, c'est tout facile, et sur notre Facebook YouSchool Mode. Voilà. On va y aller. Alors aujourd'hui, donc, on va voir quoi exactement? Alors, je vais vous faire une petite introduction aux méthodes de coupe. Alors, en fait, la coupe, ce n'est pas uniquement l'étape où vous allez découper le tissu, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc la coupe, ça représente effectivement toute la partie de préparation qui est en amont de la machine à coudre, en fait, du montage. Donc c'est une partie qui est très importante. Il faut que vous connaissiez les normes pour effectivement réussir à faire un montage fluide et sans accroc. Donc toute cette partie-là, dans la partie préparation, vous allez retrouver toute la normalisation industrielle avec les dossiers techniques, les dessins techniques à l'échelle, les différents types de traits que vous devez utiliser, les cotations, les gammes de montage que vous avez commencé un petit peu à voir sur la plateforme et qu'on n'aime pas trop la plupart du temps, avec les sections. Voilà, toute cette partie vraiment industrielle qu'il faut connaître dans cette formation, même si elle n'est pas très axée là-dessus. Et puis, bien évidemment, le vif du sujet avec les tracés. Donc les tracés des bases, les corsages de base, les jupes de base, et puis les transformations, donc ce qui découle après, la transformation qui amène au patron, et puis toute la petite partie patronage aussi. Encore une fois, c'est un petit peu industriel, mais vous devez le savoir, vous devez savoir faire un patronage dans cette formation. Donc tout ça fait partie de la préparation. Et puis il y a également une petite partie essayage dans la préparation, tout ce qui est prise de mesure, et puis l'essayage de la toile en fait, donc le tissu brouillon, et les essayages du vêtement dans le tissu final qui vont vous permettre d'ajuster votre patron en fait. Et puis toute cette partie qu'on ne verra pas trop puisque c'est de moins en moins au programme, mais on fera peut-être des petits bonus complémentaires, c'est sûrement prévu. Donc la partie sur le moulage qui est en fait une autre manière de faire des patrons, parce que nous on va voir principalement même la coupe à plat, donc comment tracer un patron sur du papier, mais il existe d'autres méthodes pour créer des patrons, donc notamment le moulage qui est en fait une méthode de création en 3D du patron. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on n'aura jamais le temps d'aborder tout ça, On va surtout aborder la méthodologie professionnelle que vous allez devoir connaître, que vous allez devoir appliquer dans votre future vie professionnelle de couturière, mais que vous allez surtout devoir connaître pour arriver sereine à l'examen, d'accord? Puisque vous êtes examiné à l'EP1 et à l'EP2, donc les deux épreuves professionnelles de l'examen. Vous êtes sur les deux épreuves examiné sur une partie de coupe, donc une partie de préparation. Donc cette coupe, elle est normée, donc vous devez vraiment respecter les règles, j'insiste là-dessus, pour mettre toutes les chances de votre côté et être sûr de ne perdre aucun point à l'examen. Vous devez être très pro.
Et donc je vous invite vraiment à regarder toutes les techniques professionnelles que je vais utiliser, prenez des notes, et puis également le matériel sur lequel j'insiste déjà beaucoup sur la plateforme. Hein, vous avez un matériel professionnel, on attend de vous de vous équiper, hein, il est vraiment très précis, et puis comme vous êtes examiné en cours de réalisation, notamment sur l'épreuve EP2, si vous arrivez avec du matériel acheté en grande distribution, souvent c'est très mal vu, donc mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour ne pas potentiellement perdre des points, ce serait dommage. Très bien, il y a déjà beaucoup de monde, Émilie, hein, je crois, se connecter sur le live. Ouais, tout à fait. Bah, écoutez, effectivement, on retrouve des élèves YouSchool. On a Karine, Delphine, Michel, Christelle et bien d'autres. D'ailleurs, on vous remercie d'assister à ce live. C'est un vrai bonheur. Et comme le dit Karine, voilà, ce n'est que du bonheur. Ils sont vraiment très contents. Tout le monde vous encourage, hein, Margot. Ouais, c'est ça. C'est parfait. On passe à la pratique. C'est parti. C'est pas le bon jingle, mais c'est pas grave. C'est la première fois qu'on fait de la mode, donc on va peaufiner 2-3 détails. C'est parti, Margot, quand vous voulez. Alors, je vais commencer par tracer une jupe de base avec vous. Donc, ce n'est pas vous pourrez pas tomber sur le tracé d'une jupe de base le jour de l'examen, mais ça me permet de reprendre vraiment toutes les techniques et ça vous permet surtout d'appréhender cette formation voilà, avec aisance parce que vous allez devoir commencer par tracer et il faut que vous sachiez comment faire. Donc, bien évidemment, je vais suivre ma méthodologie, hein. Quand on trace une base, on a toujours une méthodologie, donc avec soit un tableau de mesures qu'on va vous donner, soit effectivement des mesures que vous aurez prises sur votre cliente ou sur la personne à laquelle vous devez faire le vêtement. Donc j'ai ma petite méthodologie avec mes mesures que je vais suivre et je vais vous montrer toutes les étapes à bien respecter. Alors la première chose très importante, c'est d'abord d'utiliser un critérium bien évidemment, on ne trace jamais au stylo et on ne trace pas avec un crayon de papier normal. Et puis avec votre règle japonaise, vous allez effectuer tous vos tracés et la première règle vraiment très importante, c'est qu'on ne part jamais du bord du papier. Même si vous avez le bord d'usine ici, il est interdit en fait de l'utiliser comme trait de départ. Donc je commence toujours par tracer mon premier trait. Donc ici pour la jupe de base, on me demande de tracer mon milieu dos. Donc je trace mon milieu dos en trait mixte fin. Donc le trait mixte, on a commencé déjà à le voir un petit peu puisque certaines d'entre vous l'ont fait dans une pièce d'études avec certains. du fil. Et certains, oui, car on a aussi des garçons, Nous on en a oubliez moins, pas. on a des hommes, c'est vrai, on en a moins. Voilà, vous l'avez réalisé en fait avec du fil, ce trait mixte. Voilà. Donc le trait mixte, je rappelle, hein, c'est un trait long, un trait court avec des espacements. Donc dans la normalisation industrielle, vos traits longs doivent tous faire la même taille, vos traits courts tous la même taille, les espacements tous la même taille. Mais ne perdez pas du temps à faire ça le jour de l'examen, hein, parce que vous ne perdrez pas de points là-dessus, d'accord? Donc j'ai fait mon premier trait, je peux d'ores et déjà écrire que c'est mon milieu dos, voilà. Tout de suite. Donc lorsque on écrit des informations, il faut qu'elles soient posées sur les lignes. En fait, pour le moyen mémotechnique, c'est de se dire que si je l'écris dans l'autre sens, elle peut tomber, mon écriture peut tomber. Il faut qu'elle soit posée sur la ligne. C'est très important, le sens de l'écriture. C'est vraiment plein de petites normes comme ça qu'il faut respecter, qui peuvent paraître un petit peu illogiques, mais il faut vraiment les respecter. Alors le premier point, pareil, on a tendance à ne jamais partir du haut du trait. Je vais le placer à 2 cm. Voilà. Donc ensuite, je vais devoir placer des hauteurs, donc hauteur de hanche, hauteur de bassin. Et on me demande de les placer à 9 cm du premier point. Donc la petite astuce que je vais vous donner ici, c'est d'utiliser votre règle japonaise en rajoutant une mesure. C'est-à-dire que lorsqu'on part des bords, alors celle-ci est neuve, hein, mais effectivement la plupart du temps, vous la manipulez et les angles se cassent et on perd un demi-millimètre, voire 1 millimètre quand elle est un peu abîmée. Donc on ne repart jamais du bord pour mesurer, c'est très important. Donc la petite astuce, c'est de partir de 1, voilà, et puis d'ajouter 1. Donc si ma mesure est 9, je fais mon petit point indice. Alors prenez le soin de bien tracer proprement, hein, voilà. Vous pouvez revérifier. Alors si ça vous embrouille parce que du coup la mesure change, n'hésitez pas à partir de 10. Hein. Comme ça, je pars de 10 ici, et puis je marque mon petit point à 19. Comme ça, je garde la bonne mesure. Voilà. Il faudrait créer des règles qui commencent à 0 à partir du milieu. Ça pourrait, mais c'est gênant pour d'autres opérations. Mais c'est pas bête, Jérémy, ça peut être gênant. J'y pense, je vais breveter tout ça. Ouais, pas de souci. Alors voilà, donc mon second point est à 20 du premier. Et après, j'ai une hauteur de jupe. Hop, donc ici 47, donc 48. Voilà, je rajoute toujours mon centimètre.
Je vais tracer maintenant mes perpendiculaires, donc je n'utilise pas la règle japonaise comme équerre sur les lignes longues, parce que c'est pas du tout suffisamment précis. Donc j'utilise la bonne équerre et je trace mes perpendiculaires. Donc l'équerre, attention, il faut vraiment se pencher. Elle crée toujours des petites ombres, donc vous pouvez très vite vous décaler. Donc vous voyez, avec la main, vous pouvez enlever les ombres, hop. Il faut être vraiment précise au millimètre. J'insiste là-dessus. Vous voyez le temps que je prends pour placer mon équerre. Hop, voilà. Et je me décale toujours un peu, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, parce qu'en fait, il faut prendre en compte l'épaisseur de la mine pour être parfaitement sur mon point. Donc, voilà, ici, il faut prendre en compte aussi l'épaisseur de l'équerre. Donc, vous n'hésitez pas, vous voyez comme je prends mon temps et je trace ma ligne. Donc, je vais faire toutes les perpendiculaires de la même manière. Alors je ne vais pas au bout, comme vous avez pu le remarquer, parce que parfois l'angle on peut tomber et c'est pas très propre. Donc vraiment, on garde toujours à l'esprit qu'il faut faire un travail parfaitement propre, avec des tracés très précis. Voilà. Donc prenez bien le temps sur ces étapes-là, parce qu'en fait, si vous n'êtes pas d'équerre, eh ben, tout votre tracé est faux. C'est vrai. D'ailleurs, comment ça se fait que ça s'appelle comme ça, hein, en fait, finalement. Voilà. Et là, je vais tourner mon équerre parce que, hop, un peu d'électricité statique, parce que je n'ai pas suffisamment de longueur de trait dessous pour être précise. Voilà, donc vous voyez le temps que ça prend, même pour quelqu'un qui fait ça tous les jours, hein, qui a l'habitude. Donc si vous allez plus vite, c'est qu'il y a un souci, quoi. Franchement, voilà. Donc j'ai tracé mes perpendiculaires et je vais maintenant prolonger mes lignes jusqu'à mon trait. Voilà. Donc j'utilise la graduation de la règle japonaise et aussi en fait les lignes qui se trouvent dans ce sens-là et qui sont perpendiculaires à la ligne de tracé. Parce qu'en fait, je peux, en plaçant ma ligne ici de milieu dos sur mon trait, je peux vérifier que ma règle n'a pas bougé en fait. Donc c'est un repère que vous allez devoir utiliser très souvent, je vais vous le redire tout au long du tracé, et qu'il faut que vous vous rappeliez surtout d'utiliser. C'est-à-dire toujours un petit coup d'œil à ces lignes-là pour voir que je ne me suis pas décalée en fait. Voilà, je prolonge mes traits et puis je vais aller placer maintenant ma ligne de milieu devant. Donc on me dit à 47,5 en face. Donc, comme en fait je l'ai fait tout à l'heure, je vais la prendre dans le bon sens pour vous montrer. Je vais me mettre à 1, donc vous pouvez en profiter pour rallonger, je l'ai fait exprès sur le dernier trait pour vous montrer. Hein. En un coup, voilà, je rallonge ma ligne ici et je vais tracer jusqu'à 47,5. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'on ne prolonge jamais une ligne avec la règle japonaise comme ceci, même avec la règle de 1 mètre. Hein. Sinon, vous n'êtes pas du tout précise, vous ne pouvez pas savoir que vous êtes dans l'axe. Donc on repart de bien loin, au moins 15 cm dès que vous pouvez, pour prolonger son trait et on va repartir dans le trait précédent qu'on a tracé. La jonction doit être presque invisible. Voilà. Donc ici, j'en profite, hein, je sais que je peux aller au bout de la règle, donc je me mets ici et je me remets sur ma ligne ici pour être sûr d'arriver, de garder en fait tout le long ma perpendicularité. Donc je suis à 1, ma mesure est 47,5, je vais jusqu'à 48,5 et je vais faire un point très précis ici. Alors 48,5 c'est 48,5, hein, c'est pas 48,4. Vos graduations elles sont précises, il faut les respecter. Voilà. Vous voyez le temps que ça prend, c'est vraiment important de se concentrer, de revérifier toujours derrière vous les mesures, ne pas faire n'importe quoi. Voilà, on a très vite fait, en fait, bon là c'est la jupe de base, elle est assez simple, hein, c'est pour ça que je l'ai choisie aujourd'hui pour vous montrer déjà par le début, en plus c'est le premier tracé que vous allez faire dans la formation. Mais on a très vite fait de se mélanger les pinceaux avec les différentes mesures qu'on va vous donner dans le corsage de base concrètement. Il y a un nombre incalculable d'opérations à réaliser et vous avez des calculs dans tous les sens à faire. Donc notez-les au fur et à mesure et revérifiez toujours que vous n'avez pas sauté une ligne dans votre méthodologie, que vous êtes bien sur la bonne mesure qu'on vous a demandé. Voilà, donc mes jonctions sont quasiment invisibles. Vous voyez, celle-ci par exemple, elle mériterait d'être gommée et recommencée parce que ma jonction, elle est un petit peu trop visible.
Voilà, donc après vous avez plusieurs façons de venir tracer votre milieu devant. Soit vous repartez à l'équerre, soit par exemple de cette ligne, hein, du bas de jupe, soit effectivement vous allez relier vos points, puisque vous avez plusieurs points, donc vous êtes sûr d'être forcément perpendiculaire à vos lignes ici, et donc parallèle à votre milieu dos. Donc je trace mon milieu devant en trait mixte fin. Alors la jupe de base, je l'ai tracée un nombre de fois incalculable, donc je connais les mesures, surtout celles que j'ai prises ici, mais vous respectez la méthodologie, vous continuez de suivre les mesures qu'on vous demande. Voilà. Vous n'allez pas les inventer, hein, c'est ça que je veux dire. Vous les avez soit prises sur votre cliente, soit vous les avez dans le tableau de mesure qu'on vous donne. Alors, donc prof ici, Margot, excusez-moi, je vais juste vous interrompre une petite minute. On a une question de Karine qui demande un critérium, donc 0,5 ou 0,7. Est-ce que c'est une importance? Alors le but, ce sera pas, on viendra pas vous juger là-dessus, hein. Le but, c'est que votre critérium ne salisse absolument pas votre papier. Voilà. Ouais. La mine, je pense que 0,5, c'est l'épaisseur de la mine. Plus vous tracez fin, mieux c'est, je trouve. Après, il faut quand même que vos traits marquent, hein. Mais voilà, l'intérêt, c'est qu'il faut absolument pas des crayons gras. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites une ligne et qu'après vous allez bouger votre main sur le papier, si ça fait des traces, votre travail est sale et c'est vraiment, il faut que votre travail soit propre. C'est pas acceptable, exactement. Okay. Voilà. Il faut que votre travail soit propre, je vous en prie. Voilà, donc là j'ai placé ma ligne de taille, ma ligne de hanche, ma ligne de bassin, et maintenant je vais venir placer ma ligne de côté. Alors ici on me dit qu'elle est à 24,75 du milieu devant, donc ça aussi faites attention, hein. Si vous repartez du milieu dos pour votre mesure, comme on le faisait jusqu'à présent, eh ben vous aurez faux, voilà, vous n'êtes pas à la bonne mesure, puisqu'elle n'est pas exactement au milieu en fait. Malgré ce qu'on pourrait croire. Mais ma ligne de côté est à 24,75 du milieu devant. Donc ici, je peux mettre uniquement 2 points, hein, si j'ai envie. Un ici, par exemple, et un là que je vais venir relier. Si vous êtes précise, tant que vous êtes précise, vous aurez toujours vos perpendiculaires. Alors 24,75, encore une fois, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, c'est pas 24,70, c'est pas 24,80, c'est 24,75, donc c'est au milieu des 2 traits. Voilà, donc là, je vais me mettre à 25,75 comme d'habitude avec ma petite astuce que j'aime bien. Donc je vérifie que je sois bien au milieu des 2 traits ici, bien au milieu des 2 traits là. Et je marque mon petit point 1. Pareil ici. Hop, voilà. Et là, ça permet de faire une vérification rapide en reliant vos points qui sont ici. Ah, ben voilà, parfaitement. Une petite vérification qui ne marche pas. Hop. Donc ça vous permet, c'est un très bon exemple, vous voyez, de voir si vous vous êtes trompé ou pas. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé là. Eh ben, ce qui s'est passé, c'est que je suis en train de parler, donc je ne me suis pas concentrée, et donc ça va être de notre faute maintenant. Bah, bien sûr. Et donc j'ai mis mon point au bout de la règle. D'ailleurs, j'espère que certaines d'entre vous l'ont vu et se sont dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Moi, j'avoue que j'ai trouvé ça bizarre. Hein. Ouais, je me doute, Jérémy. Et donc j'ai mis mon point au bout de la règle, et donc j'ai été décalée d'1 centimètre. Donc ça peut arriver souvent. Hein. Vous voyez, c'est une très... si on n'est pas concentré, ça arrive très facilement. Voilà. Et donc, cette méthode-là nous permet de voir, en fait, si je relie mon point comme ça, je vois tout de suite avec cette ligne, je ne sais pas si vous le voyez bien sur la caméra, que je ne suis pas au bon endroit puisque j'aurais dû être perpendiculaire à mes lignes. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, montrez-nous les lignes en question. Eh ben, en fait, cette ligne ici, là, voilà, qui est depuis tout à l'heure, je la trace perpendiculairement à mes milieux. Eh ben, elle devrait être sur celle-ci, là. Vous voyez, comme ceci. Puisque ma règle, mes traits sur ma règle sont perpendiculaires à ma ligne de tracé. Je ne sais pas si ça se voit très bien à l'écran, mais je pense que on a compris le principe. Voilà, les étudiantes qui ont déjà utilisé, qui ont commencé déjà à utiliser la règle japonaise, doivent avoir compris ce qui se passe en effet. Voilà. Hop, je vais gommer ce trait. J'en profite pour continuer à passer le bonjour à tous les élèves, toutes les personnes qui nous ont rejoints. On a Cécile, Brigitte, Sophie, etc. C'est un vrai bonheur de vous retrouver. Et puis j'espère que ce live vous plaît. Voilà, donc je repars toujours un peu plus loin dans mes traits si j'ai besoin de reprendre. Voilà pour la ligne de côté. Alors maintenant, on va placer les pinces. Donc, on va commencer, donc n'hésitez pas à tourner votre papier, hein, c'est pas du tout un problème. On va commencer par la première pince d'eau qui se trouve
à 7,60 et la deuxième se trouve à 6 cm de la première. Voilà, donc 7,60, 8,60, hop, mon petit point ici, et 6 cm de la première. Voilà, on s'est rapproché, Margot, là on voit beaucoup mieux. Super. Génial. Donc ce sont les pinces dos, hein, parce que je vous le rappelle qu'on trace toujours un vêtement de moitié. Donc ici j'ai ma moitié, j'ai mon demi-dos et mon demi-devant ici. Donc j'ai placé mes aplombs de pince. On me dit qu'elles font 12 cm en hauteur. Voilà, donc vous devez sûrement mieux voir les lignes ici dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Donc 12, je suis encore en train de faire la même erreur puisque je parle en même temps. C'est difficile. Hein. En fait, ce sont des exercices qui demandent vraiment énormément de concentration. Vous verrez que à la fin de votre premier tracé de jupe de base, vous serez très fatigué. C'est une concentration permanente et vous avez besoin de rester vraiment focus sur ce que vous faites. Donc en parlant, c'est un peu difficile, mais... Voilà. Alors moi, j'ai rassurez-vous, Margot, on a Coralie qui nous dit, en tant qu'étudiante depuis 15 jours sur la plateforme, c'est son premier live et elle vous trouve très claire, donc voilà. Super, merci beaucoup. Voilà, donc la première est à 10 du milieu devant et la deuxième, vous devez la placer au milieu de l'espace restant. Donc là, encore une fois, vous mesurez avec votre règle. Donc on a 14,2, voilà, donc le milieu de l'espace restant, 7,35. Hop. Voilà, tac, ici, on y est. Ah, je suis encore en train de faire la même erreur, hein, dis donc. Je suis pas concentrée. Voilà, alors on me dit que la première hauteur est de 9. Donc votre hauteur de petite hanche, si vous vous en rappelez, donc des hanches aussi appelées hanches, était déjà de 9. Donc la hauteur, hop, je suis où? Quel est mon trait? La seconde est de 8. Voilà. Donc ici, ce sont des lignes qui ne sont pas très hautes. Donc je peux me permettre d'utiliser la règle japonaise comme équerre. Donc vous voyez, c'est ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. On a cette ligne ici. On utilise les lignes perpendiculaires à la ligne de tracé pour se placer dessus. Voilà. Alors, ne le faites pas sur des grandes longueurs, faites-le quand, voilà, sur des pinces. Et puis, si vous avez un doute, si vous avez l'impression que vous êtes décalé parce que c'est quand même pas très précis, n'hésitez pas à revérifier à l'équerre. Hein. Au début, si vous n'êtes pas à l'aise, tracez à l'équerre, ne vous embêtez pas. Voilà. On va maintenant placer les profondeurs de pince. Donc, vous avez le tableau de profondeur de pince. Alors, certains d'entre vous qui ont déjà fait l'exercice se sont un petit peu trompés, donc ça me permet aussi de vous montrer l'erreur qu'il ne faut pas faire. Donc la première pince d'eau, elle se trouve à 2,1. Donc en fait, 2,1 c'est la profondeur de pince, donc ça va être la pince entière. Donc en fait, il faut que vous divisiez cette mesure par 2. Donc je vais avoir 1,05 de chaque côté. Donc je me mets ici à 2, d'accord, et j'ai 1,5 ici. 1,05 et 1,05 ici. La deuxième, c'est la même chose. Hop. Donc 1,05 plus 1,05, ça fait 2,1. Et puis ensuite, j'ai les côtés d'eau. Donc les côtés d'eau, celles-ci, il ne faut pas les diviser en deux. Ma mesure, c'est 3 cm. Et donc, je lui donne 3 cm. Ça, c'est ma pince de côté d'eau. Et la pince de côté devant, ici, à 3,5. Donc 4,5. Voilà. Et ma profondeur de pince de la deuxième pince devant est de 2. Du coup, j'ai 1 cm de part et d'autre. Mais ça tombe bien, c'était mon point de tout à l'heure. Si j'avais voulu le faire exprès, voilà. Et puis la dernière pince, donc la première pince devant, fait 1,8 de profondeur. Donc on a 0,9 de part et d'autre. Et vous allez maintenant tracer vos pinces. Hop. Voilà. Ici, vos pinces de côté, elles doivent aller jusqu'au bassin. Donc, on trace ces pinces. Et puis, il faut maintenant, une fois que vous aurez fini cette opération, il va falloir tracer la ligne de taille. Alors, pourquoi? On m'a déjà posé la question.
c'est la seconde ligne de taille. En fait, celle-ci, c'est la première. Et en fait, elle est très rectangulaire. Là, on a quelque chose, c'est un rectangle. Et le corps humain n'est pas rectangulaire. Donc, il va falloir arrondir un petit peu pour avoir quelque chose de joli en tombé sur le corps. Donc, on vous dit qu'il faut remonter les pinces. Je te récupère, je n'ai pas fini. De côté de 1 cm. Alors quand on remonte des pinces, donc c'est pareil quand on trace des valeurs de couture, on remonte toujours cette perpendicularité, d'accord, hein, de 1 cm ici, perpendiculairement, en fait, pour pas décaler le point. Parce que effectivement, si je trace comme ceci et que je remonte ma pince, vous voyez, j'ai un décalage de 2 mm ici et donc j'ai décalé ma mesure. Ça peut paraître anodin comme ça, mais on est sur un quart de vêtement ici. Donc si j'additionne après, je multiplie par 4 les mesures, si par exemple je me décale de 0,5, eh ben, j'ai gagné 1 cm ou perdu 1 cm sur le vêtement, et la personne, si vous faites du sur-mesure, elle risque de ne plus rentrer dans le vêtement. Donc même 2 mm, ça peut être très important, donc faites bien attention. Allez, je vais tracer ici, je vais descendre ma ligne de taille de 5, comme on me le demande. Alors vous voyez, c'est un très bon exemple. Ici, on pourrait croire, pourquoi la règle japonaise n'est pas précise? Ici, si je regarde simplement sur 2 cm, je pourrais croire que je suis d'équerre, que je suis perpendiculaire en fait. Mais ce n'est pas le cas, parce que vous voyez ma règle japonaise ici, je suis très décalée du 0,5. On voit bien que ma ligne descend, d'accord? Donc, si vous voulez l'utiliser sur une grande longueur comme ça, là, vous pouvez, puisque la longueur de cette ligne vous permet d'être suffisamment précise. Mais si vous avez peur, voilà, moi après j'ai l'habitude, donc je le remarque tout de suite, si vous avez peur de faire une erreur, je vous invite à toujours utiliser l'équerre lorsque vous tracez des angles droits. C'est très important, on est absolument intransigeant sur les angles droits. Voilà. Pourquoi ces lignes-là sont toutes à angle droit? Parce que tout simplement ici, c'est un milieu, hein, je le répète, et donc vous êtes sur la moitié du vêtement. Donc votre moitié dos, lorsque vous allez la couper soit au pli, soit par deux, vous allez vous retrouver avec une pièce symétrique en miroir de l'autre côté. Et en fait, cette symétrie elle part du milieu dos. Donc, si la ligne qui arrive dessus n'est pas perpendiculaire, vous allez vous retrouver avec un bec, donc qui arrive ici au milieu de votre vêtement. Donc, c'est très moche, hein, c'est vraiment disgracieux. Soit un bec, soit une pointe. Donc, faites bien attention. Alors, c'est surtout en plus ici, ça va être une courbe, hein, surtout sur les courbes qui viennent mourir au niveau du milieu. Si vous avez une courbe qui finit en bec comme ça, il n'y a rien de plus disgracieux. Hein. Donc faites très attention à vos angles droits. À moins que vous traciez un empiècement en pointe, toutes les lignes qui croisent les milieux devant doivent être à angle droit. Voilà. Donc maintenant que j'ai baissé le milieu dos, je vais fermer mes pinces. Alors pour fermer mes pinces, je m'arme d'un peu de scotch que je vais au préalable coller sur le dos de ma main. Alors c'est très important. Parce que si vous ne le faites pas, le scotch colle trop et vous risquez de déchirer le papier. Donc de rendre un travail un petit peu brouillon s'il est déchiré. Alors comment plier mes pinces? J'attrape la ligne qui se trouve vers le côté. Donc c'est le côté du vêtement, hein, pas le côté du papier. On est d'accord? Ici c'est ma ligne de côté. J'attrape ce côté-là et je plie parfaitement sur la ligne. Alors soyez précise. Tout est une affaire de précision. Si vous vous décalez de 2 mm à ce moment-là, eh ben vous décalez absolument tout puisque vous n'aurez plus la bonne longueur de taille. Donc c'est une opération qui est assez délicate. Moi j'ai un peu le coup de main, donc j'arrive à le faire assez rapidement, mais vous allez y passer du temps, je vous le dis. Donc ne vous arrachez pas les cheveux. Respirez. Le papier ça s'arrache jamais, enfin, parce que là moi je me dis en pliant comme ça doit être C'est une très bonne question Émilie, et c'est pourquoi j'insiste absolument toujours. Vous avez l'impression, je pense, sur la plateforme que je vous embête tout le temps avec ces questions de matériel, mais en fait le papier à patron de mauvaise qualité qu'on trouve dans la grande distribution, mais concrètement vous pouvez pas faire ça en fait. Coller du scotch, décoller, plier des pinces, ça se déchire, ça s'arrache, c'est pas possible. Et en fait quand vous faites des tracés de base ou des transformations, vous allez faire que ça en fait. Plier, ouvrir, essayer des trucs, voilà, toucher votre papier, ne faire que malmener, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc, si votre papier n'est pas un petit peu résistant, eh ben ça fonctionne pas. Là, j'utilise le papier à patron que vous trouvez sur le site de notre partenaire Amont Paris, hein, qui est du coup le papier recommandé, 60 grammes, le papier Craft blanc, là, dont vous avez dû entendre parler. Et c'est le seul papier que je vais utiliser pendant tout le live, mis à part le Craft qu'on vous recommande pour les patronages. Vous devez utiliser ce papier-là uniquement. Donc, faites attention, pas de papier calque, je décalque avec
Donc j'ai fermé toutes les pinces. Alors ce que j'ai, voilà, il faut bien que vous vérifiez que vos pinces regardent le milieu, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on ferme sur le milieu et vous ne retrouvez pas les traits des pinces. C'est-à-dire que, alors là vous êtes un peu en hauteur avec la caméra, mais quand je me mets à plat, mes traits sont trait sur trait et il n'y en a aucun qui est visible. C'est vraiment très important jusqu'à la pointe. Et puis de l'autre côté, mais forcément, vous ne serez pas dans le même sens puisque le milieu devant se trouve en face, donc vos pinces, elles sont couchées dans l'autre sens. Et donc, on obtient un volume puisqu'en fait, on a résorbé l'ampleur de la taille et ce volume, tout simplement, ce sont vos fesses. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient le volume du corps. Et donc, bien sûr, les pinces de poitrine, on obtiendra le volume de la poitrine. Donc maintenant, je vais tracer la nouvelle ligne de taille en partant des points que j'ai relevé ici. Donc il faut que vous arriviez à aplatir, donc vous voyez instinctivement moi j'ai fait ça parce que je sais que ça marche bien, il faut que vous arriviez à aplatir la zone où vous allez tracer. Donc hop, vous relevez un petit peu votre papier ici, donc c'est un peu plus délicat quand on est en train de faire des grandes robes, hein. Voilà, mais il faut que vous preniez le coup de main au début, on apprend sur des petites choses. Et là, il va falloir se servir de l'objet de toutes les hantises quand on commence la formation, ce fameux pistolet à arabesque, voilà. N'est-ce pas Émilie? Que j'ai découvert. Voilà, que vous pouvez utiliser dans plusieurs sens, donc faites attention, au début on a tendance à beaucoup se servir de l'arrondi, l'arrondi il fait des courbes très arrondies, hein, bien évidemment, et parfois c'est un peu disgracieux sur le corps. Donc il va falloir garder cette fameuse platitude avec mon fameux angle droit sur lequel j'insiste tellement, au moins sur 1 ou 2 cm minimum, d'accord? Et je vais venir faire mourir ma courbe dedans. Donc vous allez chercher avec le pistolet quel est l'endroit de l'appareil, de l'outil qui va vous permettre d'obtenir la plus jolie courbe. Voilà. Donc en règle générale, on se prend un peu partout dans le papier, dans les pinces au début. On a l'impression d'être une poule avec un couteau, on ne sait pas trop quoi faire de ses mains. Donc vous allez en fait petit à petit faire avancer votre outil. Donc là, si j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, je tourne mon pistolet dans l'autre sens. Ah oui, là, ça a l'air un petit peu mieux. Alors, l'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible des points qui sont ici. Voilà. Mais vous n'allez pas pouvoir les relier, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, moi, je sais par expérience, donc je vous transmets mon expérience en vous disant que si vous utilisez le côté arrondi du côté où ça remonte ici, donc de votre côté du vêtement, vous allez avoir vraiment un arrondi très disgracieux. Donc faites attention à plutôt utiliser le côté plat. Mais normalement, je laisse un peu mes élèves en présentiel se casser un peu les dents sur leur courbe avant de passer derrière et de venir leur dire hop, hop, l'arrondi ici, il va faire une bosse un peu disgracieuse sur le vêtement. Et du coup, souvent j'aime bien aussi qu'elle la monte comme ça pour se rendre compte vraiment sur le vêtement, en fait, ah oui, effectivement, ma courbe est trop arrondie et c'est comme ça qu'on vient retoucher au patron et qu'on apprend aussi de ses erreurs et surtout, c'est beaucoup plus visuel parce que moi, si je vous dis utilisez le côté plat, vous allez dire bah oui, c'est bien, mais en fait, pourquoi quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu cette courbe disgracieuse sur un vêtement, vous utilisez plus le pistolet dans le même sens. Donc là, je suis venue mourir, vous avez vu sur 5 mm ici. N'hésitez pas à prendre un peu de recul, voilà, souvent il faut se mettre en fait dans l'alignement de votre ligne pour voir si votre arrondi vient bien mourir et si le raccord est joli. Donc là, j'ai fait ma courbe, je fais pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, hop. C'est vrai que c'est un live. C'est vrai que c'est un live très très technique, hein, Margot. Oui, c'est ça, mais c'est indispensable en fait. Hein. Vous ne pourrez pas faire ce métier sans passer par là. Ah non, il faut absolument des vidéos. C'est très compliqué de vous expliquer ça par écrit en fait. Bien sûr. Donc on fera, rassurez-nous, on fera aussi des lives pratiques où on fera des vêtements et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut passer par là. Et ce qu'il y a de chouette, c'est que on vous mettra ce live en replay. Évidemment, on enlèvera toute la partie du petit bug. On vous fera un montage propre et comme ça vous pourrez le consulter aussi bien sur YouTube pour ceux qui ne sont pas du tout inscrits sur la plateforme YouSchool que sur notre plateforme directement. Vous pourrez le consulter tout le temps en plus de nos vidéos de cours déjà, donc comme ça c'est vraiment quelque chose de très pratique pour vous au quotidien. C'est ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à re-regarder hein, quand vous allez tracer votre première base pour voir un peu effectivement les erreurs à ne pas faire. Donc c'est bien, j'ai fait des erreurs en plus, donc je pense que ça va vraiment vous aider, mais regardez-le souvent, je vais y arriver.
Regardez-le. Voilà, donc là, pendant que Jérémy parlait, effectivement, j'ai tracé mon autre ligne, et vous avez vu, je suis venue mourir, mais j'ai laissé une platitude de presque 6 cm ici, donc c'est pas du tout un souci, hein, c'est le milieu devant, au contraire, c'est plus joli quand il est bien plat, d'accord? Ça permet d'avoir sur le ventre, ici, une jolie courbe, en fait, après, qui remonte sur vos hanches, ici, d'accord? Enfin, on est plus, au niveau de la taille, on est plus ici, voilà. Visuellement, ça aplatit le ventre. Voilà, on va dire ça. On va dire ça, ça fait moins effectivement un arrondi ici. Donc, c'est ma nouvelle ligne de taille et maintenant, je vais devoir repérer mes pinces. Voilà, repérer ma nouvelle ligne de taille. Donc, je vais utiliser pour ça un petit bout de toile cirée ici, tout simplement, hein. Voilà, que je place dessous pour pouvoir enfoncer mes épingles. Alors, ces fameuses épingles à billes que je vous interdis d'utiliser, alors celles-ci, elles sont bien épaisses, ce sont des épingles à jean en fait, que j'utilise en retouche pour les matières très épaisses. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Attendez, Quentin va se mettre dessus. Ouais, alors, donc celles-ci, pourquoi vous les interdisez Alors, j'interdis les épingles à billes normales, c'est-à-dire celles-ci, elles sont interdites, c'est pas moi forcément, hein, mais effectivement, la bille, tout simplement, je pourrais vous le montrer tout à l'heure, lorsque on plante l'épingle dans le tissu ou dans le papier, la bille gêne la règle japonaise. Vous voyez, je ne peux pas la faire passer dessus et je ne peux pas venir tracer proprement mes valeurs de couture. Donc, ce sont des épingles qu'on utilise beaucoup, qu'on peut utiliser beaucoup en retouche, mais en coupe et en moulage, enfin voilà, les épingles de couturière, ce sont les épingles à tête plate, c'est celles que vous devez utiliser pendant la formation. Encore une fois, si vous arrivez avec des épingles à billes le jour de l'examen, c'est très mal vu, hein. Vraiment, il faut pas. Donc celle-ci, vous pouvez en avoir une dans votre trousse pour repérer les épingles. Moi j'aime bien parce qu'elle est très grosse en fait, elle est très épaisse. Et puis vous avez la tête en fait qui vous permet une préhension assez facile en fait. Et du coup, vous pouvez la tenir et vous pouvez facilement la manipuler, plus facilement que les autres. Vous pouvez utiliser une épingle à tête plate si vous l'avez oublié, hein. Moi je trouve que ergonomiquement c'est mieux. Voilà, donc je vais piquer. Donc j'ai ma petite toile cirée qui permet de ne pas abîmer la table et qui permet de créer, voilà, une petite épaisseur qui va me permettre de bien enfoncer mes aiguilles. Donc je pique. Parce que si vous abîmez la table, vous savez qu'on va entendre Quentin. Voilà, c'est ça. Je me dis que je vais me faire. Il l'a transporté hier à main nue. Hein. Il a traversé Paris dans le métro. De la situation. On en a entendu parler de cette table. Ah bah attendez. On a une question de Sarah qui dit ça appuie sur les patrons. Alors j'ai pas vu le début de la question. En fait, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Voilà, c'est ça. Elle dit qu'en fait. C'est un coup de gueule. Non, elle confirme les dires de Margot tout simplement en disant qu'effectivement les épingles à tête, hein, Margot, vous me reprenez si je dis voilà, oui. C'est qu'effectivement ça appuie sur les patrons, le tissu et de ce fait ça provoque des petits gondolements. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment pas du tout les épingles à billes, c'est vraiment à proscrire. Hein. Voilà. Tout donc à fait ça. J'ai bien transpercé. Si vous n'avez pas de petite toile cirée ou si vous vous rendez compte que ça marche pas bien, vous pouvez également transpercer en volume comme ça. Hein. En passant de l'autre côté, d'accord, sachant qu'il faut maintenir son papier pour ne pas qu'il bouge de manière à être toujours précise. Là, par exemple, j'ai l'impression que ça n'a pas très bien transpercé. Ma toile cirée, elle doit être un peu vieille, elle est un petit peu écrasée, il faut bien qu'elle soit épaisse. Voilà, donc je repasse dessus en volume, et faites attention quand vous faites ça à ne pas faire bouger le papier et à le décaler. Donc je décroche maintenant mon scotch. Donc si vous n'avez pas bien collé sur vos mains, voilà, ça peut déchirer un petit peu comme ça. Mon scotch, il est de trop bonne qualité là, celui que j'ai acheté, il est neuf. Il colle de trop celui-là. Il colle trop, bon. Même alors, avec donc, ma main. On rappelle, on colle le scotch au préalable sur les mains afin de lui enlever son pouvoir adhésif, c'est ça? Tout à fait. Ok, un peu de son pouvoir adhésif, comme ça Exactement. il colle moins sur la feuille. En fait, voilà, le dos de votre main, le prêt abîme, on va dire, abîme le scotch. Donc n'ayez pas un scotch de trop bonne qualité. Ouais, c'est ça. Moi, j'utilise un scotch plus fin en règle générale que j'aime beaucoup, qui est très, mais là je n'en avais plus, qui est moins large en fait. Voilà. Alors forcément, vous allez vous retrouver avec des bouts de scotch, des endroits un petit peu déchirés, et puis un papier tout plié comme ça. Donc ne vous affolez pas, c'est normal sur les bases et sur les transformations. C'est toléré hein, par rapport à la propreté du travail dont je parlais tout à l'heure. Ça c'est toléré, c'est normal, on a besoin de plier, donc c'est un résultat normal. Donc après, ce qu'il ne faut pas, c'est les grosses traces de crayon, et c'est surtout retrouver ce genre de choses sur le patron. Le patron, il doit être
immaculé. Pas de scotch, pas de pliure, il ne doit pas être froissé. Vous pouvez même le repasser un petit coup au fer avant de le rendre pour être sûr. On a une question, Oui. je vous coupe, c'est Émilie qui va vous la lire, Margot. Pas de souci. Alors, on a une question de Marine qui nous dit « Je n'ai pas compris la raison de l'étape précédente. Pourquoi faire des trous avec l'épingle et à quel niveau trouver ?» Eh ben, je suis en train de montrer justement, voilà, quand je referme, j'ai tracé une nouvelle ligne ici, c'était l'étape d'avant, j'avais tracé ma nouvelle ligne de taille, et en fait, je plante sur la ligne de taille, le long de la ligne de taille que je viens de tracer, au niveau de la pince. Donc vous voyez, en fait, on le voit un petit peu par transparence, ma pince qui est fermée ici, pour que quand je l'ouvre, j'ai des repères qui me donnent cette espèce de petit chapeau en fait et qui représente le tissu dont je vais avoir besoin pour pouvoir fermer mes pinces. Donc j'allais y venir tout à fait, c'est-à-dire que si vous ne faites pas cette opération et que vous tracez droit quand vous ouvrez vos pinces, lorsque vous allez fermer vos pinces dans votre tissu, il vous manquera un petit bout de tissu en haut pour pouvoir maintenir votre pince en place. Donc on a souvent des petits chapeaux ressortants comme ça sur les pinces ou rentrants, mais il faut qu'ils y soient. Voilà, sinon ça veut dire qu'il va vous manquer du tissu. Donc c'est toujours très important de faire cette petite étape. Voilà, et je viens relier avec la règle japonaise mes petites pinces proprement. Je vais en profiter pour vous montrer comment mesurer avec le mètre ruban, puisque lorsque vous avez fini cette opération, vous devez vérifier que vous avez la bonne mesure de la ligne de taille. Puisque j'ai résorbé mon ampleur et maintenant je dois obtenir absolument la mesure de votre cliente pour qu'elle puisse rentrer dans sa jupe. Et on a fait en fait un calcul de profondeur de pince pour pouvoir résorber l'ampleur et obtenir cette mesure. Donc je vérifie toujours mon travail de cette manière, c'est-à-dire qu'il va falloir, alors je vais essayer de vous le montrer pour que ce soit filmable, il va falloir utiliser son mètre ruban verticalement comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, on voit bien. Ouais, C'est précis. voilà, vous l'utilisez verticalement et vous allez jusqu'au trait. Alors il faut au préalable faire une opération, je me rends compte que j'ai oublié, il faut remonter vos têtes de pince parallèlement, voilà, perpendiculairement plutôt, toujours bien droite, hop, avant de mesurer, pour être sûr d'être sur le bon point. Voilà, alors j'irai pas jusqu'au bout, mais je vous montre jusque là. Voilà, donc vous partez bien du bord, dans le bon sens du mètre, hop, et vous allez partir du bord et aller jusqu'au premier trait. Donc là, je suis à 6,7. Je saute ma pince, puisqu'elle sera fermée, bien évidemment, sur le vêtement. Je saute ma pince, je me remets à 6,7, et puis je remesure, donc bien verticalement. J'essaye de vous le montrer en même temps, mais effectivement, il faut que vous soyez très vertical comme ça, avec le mètre bien tendu. Voilà, et donc vous allez trouver cette mesure ici, j'ai 10,4. Je saute ma pince et je me remets à 10,4. J'arrive ici, voilà, j'ai 15,4 ici. Je vais sauter mes deux pinces de côté et je vais mesurer le reste. Lorsque j'arrive au bout, j'ai une valeur qui va être en fait la moitié de mon tour de taille, puisque ici j'ai un demi-dos et un demi-vêtement, et un demi-devant, pardon. Donc effectivement, si je trouve 32, je multiplie par 2, j'arrive à 64 et j'ai mon tour de taille. Voilà. J'espère que c'était assez clair et que ça se voyait bien à la vidéo. En tout cas. Ok, super. De toute façon, pour tous ceux qui sont inscrits évidemment sur la plateforme, donc tout ça est parfaitement expliqué donc déjà dans ce live, dans les vidéos aussi de cours. On va rajouter d'ailleurs d'autres vidéos. On va aller le mois prochain, Exactement. dans quelques semaines, chez vous, Margot, Tout à près fait. de Lyon justement. On a bien compris. Alors non, c'est même dans la Drôme maintenant. Ah, c'est même dans la Ouais, Drôme. ça y est. Voilà. Et donc, on va ajouter, peaufiner notre offre, ajouter encore plein de vidéos. Il y en a déjà pas mal. Et on vous expliquera tout ça. N'hésitez pas sur la plateforme pour tous les inscrits à YouSchool de poser des questions. Si des choses sont pas claires, de redemander. Margot se fera un plaisir de vous répondre. Et revoyez ce live donc qu'on va remonter pour un joli replay auquel auront accès évidemment tous les abonnés YouSchool et pas que. Donc tout le monde y aura accès sur notre compte YouTube, Facebook et sur notre plateforme YouSchool.
Voilà, on a conscience qu'il manque pas mal de vidéos de coupe et on va vraiment axer le prochain tournage sur la coupe parce que c'est très important. Vous avez quand même une grosse partie des épreuves qui sont dessus. Je précise d'ailleurs que le live ne correspond pas aux vidéos de cours. Les vidéos de cours sont très différentes des lives. Là, c'est un live, c'est un format où on discute, on parle, on pose des questions, etc. On essaye de vous montrer de la manière la plus qualitative possible, mais ça reste un live. Les vidéos de cours, on est dans quelque chose de très technique. Voilà, tout à fait. Et puis là, on se focalise un petit peu vraiment sur l'examen. Donc, le tracé de la jupe de base, vous ne tomberez pas sur un tracé de jupe de base, mais vous devrez faire une transformation. Donc, justement, ça me fait une très bonne transition. Vous devrez faire une transformation donc avec les mêmes règles que je viens d'adopter. Donc, toujours, voilà. En fait, le jour de l'EP1, on va vous donner une base. Donc, celle que je viens de tracer là, c'était une jupe de base. Ici, je repars d'un corsage de base pour vous le montrer, parce qu'en règle générale, c'est un corsage de base que vous aurez à l'examen. Donc, il y avait une base que j'ai déjà transformé en amont en préparant ce live. Donc j'ai effectué ici un déplacement de pince, j'ai fermé ma pince d'épaule que j'ai déplacée dans une pince de poitrine, j'ai évasé au côté, au devant et au dos, j'ai fait une goutte au milieu dos, j'ai changé mon encolure, je l'ai mise en pointe et puis j'ai tracé deux enformes ici que vous voyez, un enforme devant et un enforme dos. Donc ma transformation est déjà faite, donc vous, lorsque vous en serez là, on vous a fourni une base, vous avez fait la transformation avec les directives du dossier technique, j'insiste bien là-dessus, on suit ce que demande le dossier technique, pas de créativité. Et puis, on reviendra dessus plus tard, je vous en reparlerai tout au cours de la formation. Vous suivez votre dossier technique et puis il va falloir sortir le patron de cette transformation. On vous a demandé une transformation en particulier et souvent on vous demande un patron et parfois un patronage. Par exemple, juste l'enforme devant, faites le patronage de l'enforme devant. Donc pour recopier mon patron, il va falloir que je repère mes lignes. Alors, quand c'est vous qui aurez fait votre transformation, vous savez où elles sont. Et il va falloir que je décalque. Alors j'insiste beaucoup là-dessus, on ne coupe jamais une transformation ou une base. Jamais. Alors on peut couper comme j'ai fait ici pour fermer les pinces, mais on ne découpe pas. Je me dis pas, tiens j'ai besoin de cette enforme, je viens de la découper et je récupère mon patron. Jamais de la vie. Déjà vous aurez des bouts de scotch sur votre patron, donc ça c'est pas possible. Et ensuite, votre transformation, déjà le jour de l'examen vous allez devoir la rendre, ils vont attendre de vous que vous rendiez la transformation d'un côté et les patrons de l'autre. Et puis surtout, ce qui se passe c'est que il y a une raison à cela, c'est que le jour où vous devez vraiment faire un vêtement pour quelqu'un, si votre patron est faux, au début on fait un essayage, le patron il peut y avoir des ajustements, on repart toujours de la transfo. Donc si vous l'avez coupé, vous n'avez plus moyen de modifier votre patron. Donc vraiment j'insiste absolument là-dessus, on garde sa transformation et on décalque. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est toujours le même papier, on ne décalque pas avec du papier calque, on fait un patron dans le papier à patron. Alors, prof Margot, excusez-moi de vous couper, on a une petite question de Lexane. Y a-t-il des exercices sur les cours théoriques et pratiques pour travailler selon vos consignes? Oui. Est-ce qu'on peut considérer que les défis du prof qui sont présents sur la plateforme peuvent regrouper justement un petit peu ces techniques? Alors, pour l'instant, il n'y a pas du tout de défi du prof en coupe. C'est uniquement du montage qu'on a fait. Donc, il y a des points main et puis un montage de tablier où vous voyez quand même les dossiers techniques, mais pas la partie du tracé. Alors, vous avez, je me trompe, vous avez quand même les directives pour tracer un patron, mais ce sont des rectangles. Vous pouvez quand même utiliser bien évidemment vos règles japonaises, vous devez le faire pour tracer le patron. Vous allez devoir, mais si en fait je dis ça, mais si, vous allez devoir couper votre tissu, vous allez devoir tracer les valeurs de couture, c'est ce qu'on va voir juste après dans le défi du tablier. Mais surtout moi ce à quoi je pensais, ce sont les premiers exercices que j'ai donnés en coupe, c'est-à-dire le patron et le patronage des poches. Je ne sais pas si certaines d'entre vous, je sais que certaines d'entre vous l'ont déjà fait. Ouais. Voilà, patron et patronage des poches, donc là c'est un très bon exercice en papier pour ajouter les valeurs de couture, pour faire les types de traits, pour faire les milieux devant. Et puis, celles qui sont un petit peu plus avancées dans la formation, vous avez le tracé de la jupe de base, là, celui que je viens de faire. Vous avez l'exercice sur la plateforme. Donc, il est dans le pôle 1. Voilà, vous pouvez réaliser l'exercice exactement comme je viens de le faire. D'accord, donc vous confirmez que sur la plateforme, il y a des exercices qui sont donnés afin de tester la pratique. Tout à fait, oui. Vous pouvez y aller. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un peu insisté pour qu'on fasse le live assez rapidement, parce qu'en fait, sans ces techniques-là, vous ne pouvez pas faire l'exercice. Vous voyez bien à quel point c'est technique. Si personne vous montre comment faire, c'est assez compliqué de se lancer dans le tracé de la jupe de base sans savoir tracer. Voilà.
Donc, je reviens sur comment sortir un patron de la transformation. Donc, il faut le décalquer. Et avant de le décalquer, j'ai beaucoup de vérifications à faire sur ma transfo. Donc, je l'ai fini. Je vais vérifier que j'ai mes droits fils. Donc, quand vous avez des milieu dos, milieu devant, ils servent de droit fil. Hein. L'aplomb, donc le droit fil, on ne va pas y revenir dessus parce que ce serait très long. Vous le retrouvez dans les cours, on en parle très souvent. C'est l'aplomb de votre vêtement, hein, c'est le sens du tissu. Donc, quand j'ai le milieu dos, le milieu devant et que mes pièces se coupent au pli, j'utilise le milieu dos et le milieu devant. Je ne suis pas obligée de reporter le droit fil. Mais ici, sur des petites pièces comme ça, je me retrouve avec un milieu dos qui fait 5 cm ici, 5 cm là. C'est très court, donc ça ne va pas me permettre d'être précise lorsque je vais me placer sur le tissu. Ainsi, je reporte une ligne de droit fil de manière à pouvoir obtenir un droit fil précis et qui va me permettre d'être au millimètre près, parce que le droit fil, comme le reste, vous avez besoin d'être au millimètre près pour que votre vêtement tombe bien. Donc je vous montre comment faire, je l'ai déjà fait ici au préalable. Vous allez repartir de votre ligne de milieu, puisque le droit fil est toujours parallèle au milieu devant ou au milieu dos. Vous repartez de votre ligne de milieu et on essaie au milieu de pièce. Alors si vous n'êtes pas exactement au milieu de pièce, c'est pas grave. Le but, c'est que votre droit fil soit le plus grand possible. Donc ça peut arriver que le milieu de la pièce, vous ne tracez qu'un droit fil petit. Donc dans ce cas-là, on se décale, il faut qu'il soit quand même le plus grand possible. Hop, à 11 cm, donc je me remets encore sur ma ligne. Je vous ai montré comment repérer votre droit fil parallèlement au milieu devant. Et maintenant, vous allez donc relier vos points de cette manière-là. Pour être sûr d'être parallèle, il vous faut au moins 3 points. Donc en fait, le droit fil, c'est une ligne qui doit descendre, qui doit vraiment être sur toute la longueur de la pièce, donc le plus loin possible. Et elle doit arriver à 1,5 cm des bords hauts et des bords bas. Donc 1,5 cm, alors si vous n'êtes pas à 1,5 cm précisément au millimètre près, c'est moins grave que sur d'autres opérations, hein, mais voilà, faites attention à ce que la ligne soit bien grande, faites attention au sens de la flèche qui indique le sens du vêtement, et puis votre indication DL doit être posée sur la ligne. Donc une fois que vous avez vérifié que vous avez bien reporté vos DL qui seraient manquants, vous devez également vérifier que vous avez bien tous vos crans. Alors les crans, attention, vous avez un nombre de crans à respecter dans le dossier technique, vous avez un emplacement d'écran, les crans doivent correspondre, hein. Vous avez et des crans d'assemblage ici et des crans de repère ici, donc ce sont des crans différents, mais il ne faut surtout pas en rajouter. Un cran a une utilité particulière et précise, et une information en trop vous fera perdre autant de points qu'une information manquante. Donc si vous avez 5 crans à reporter, vous avez 5 crans sur votre transformation et c'est tout. Donc une fois que vous avez vérifié que vous avez bien vos crans, vous devez vérifier également que vos longueurs s'assemblent. Donc vos épaules doivent s'assembler, vos côtés doivent s'assembler, et ce sur toutes les pièces, hein. Donc les en forme dos, les en forme devant doivent s'assembler entre elles. Par exemple, le côté ici de mon en forme devant fait 5, donc le côté de mon en forme dos doit faire 5. Pareil pour les grandes longueurs, hein, n'oubliez pas de sauter les pinces. Voilà, il est vraiment important de faire ça avant de décalquer, parce qu'on peut facilement modifier sa transformation si on a fait une erreur, rajouter des millimètres par-ci par-là. Il faut être précis au millimètre près, hein, bien sûr. Par contre, une fois que le patron est décalqué, c'est trop tard et ça vous fait perdre énormément de temps de décalquer un patron que vous ne pourrez pas utiliser parce que les longueurs ne s'assemblent pas. Voilà, donc je vais vous montrer uniquement comment décalquer la partie de l'enforme devant. Donc vous allez placer un papier, à force que je le manipule pendant ces coupures, il est devenu un petit peu froissé, mais votre papier sera irréprochable, et vous allez placer un poids. Donc ici j'utilise un vieux fer, en plus c'est joli. Il faut plus que votre tissu bouge, donc de votre papier, pardon. Donc ne scotchez surtout pas le papier, hein. Vous devez travailler avec des poids. Ils vous seront fournis le jour de l'examen, bien évidemment. Donc je commence toujours moi par repérer mes lignes que je peux décalquer avec la règle japonaise. Donc ce n'est pas du papier calque, donc ce n'est pas forcément évident, et les outils de tracé peuvent créer des ombres. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un petit point très discret, il doit vraiment être plus trop visible après, au début de ma ligne et à la fin de ma ligne, et je viens faire mon trait en tenant bien ma règle pour ne pas qu'elle bouge. Il faut vraiment que vous soyez précise, même un demi-millimètre d'écart, ça va pas, hein. Voilà, donc sur les grandes longueurs, vous pouvez faire par exemple 3 petits repères comme ici, et vous positionnez votre règle
et vous tracez. Alors là, n'hésitez pas à tracer en trait fort, donc appuyez un petit peu plus sur votre crayon, hein. Jusque-là, on traçait en traits fins, qui sont les traits pour les lignes de construction, et ici, vous pouvez tracer en trait fort pour les contours. Je vais faire ici mon milieu devant. Le milieu devant, c'est toujours un trait mixte fin. Donc ici, votre trait mixte doit apparaître. Moi, j'écris milieu devant tout de suite. Ici, ce sont des courbes, donc je vais faire la dernière ligne de l'autre côté. Hop. Et je vais vous montrer maintenant comment décalquer une courbe. Donc vous allez faire des petits points de repère très discrets tout le long de votre courbe, à peu près tous les 4 cm. Voilà. 3-4 cm. Et puis vous allez absolument tracer ce fameux angle droit dont je vous parle depuis le début de ce live. Chaotique. Mais live ça quand lui donne même, du charme. Voilà. Donc cet angle droit, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Il faut toujours le tracer. Hein. Donc je viens absolument pas mourir sur ma ligne de milieu devant avec mon équerre. Hein. On est d'accord. Avec mon pistolet, pardon. Ici, bah, j'ai une encolure en pointe, donc forcément, je n'ai pas d'angle droit puisque je veux créer une pointe. Et maintenant, vous allez devoir retrouver avec le pistolet quelle est la bonne courbe. Donc attention lorsque vous déplacez le poids à bien tenir le papier toujours avec votre main. Voilà, je retrouve la courbe qui va me permettre de relier tous les points. Donc vous voyez, vous allez être obligé de faire ça parce qu'il faut que vous retrouviez exactement la courbe que vous aviez utilisée pour tracer à l'étape d'avant. Voilà, donc il faut être précise, hein, si vous avez un point qui est en dehors, ça ne va pas. Hop, donc n'hésitez pas à retourner le pistolet plusieurs fois. Voilà, vous allez voir des fois où on peut passer 5 minutes à chercher cette courbe. Vous pouvez la faire en plusieurs fois, n'hésitez pas. Alors voilà, ça y est, je ne suis plus suffisamment précise. Hop. Ça m'a déconcentré tout ça. Il faut que je me remette dedans moi aussi. Allez, on y va. Dernière ligne droite. C'est ça. Croise les doigts. Voilà. Donc je viens, je veux, en fait là j'ai gommé parce que mon raccord était beaucoup trop visible. Hein. Donc là, vous avez vu, on ne voit absolument pas le raccord entre mes deux lignes et c'est ce qu'on veut. On veut avoir l'impression que vous les avez tracées en une fois. Alors normalement cette courbe, je peux la trouver en une fois, voilà. Donc vous voyez comment je me place par rapport à mon matériel, je suis toujours au-dessus. Si vous tracez comme ça, là, vous ne voyez absolument rien en fait, hein. Il faut vraiment être au-dessus pour voir ces lignes. Donc je repère mes points, j'ai vérifié, je peux la tracer en une fois, j'ai trouvé ma courbe, et j'y vais, je relie mes points. Hop. Donc on attend de vous une précision au millimètre près, on attend de vous que vos points ne soient plus visibles à la fin. Voilà, il faut se contorsionner un petit peu sur la table hein, à chaque fois. Hop. Je viens faire mon repère. Eh ben, allez donc, je n'y arrive plus. Hop. Voilà. Alors si je n'y arrive pas en une fois, je la fais en 2 fois. C'est pas du tout un problème tant que vous arrivez à faire vos raccords et qu'ils sont bien faits. Donc je vous ai mis en ligne un petit exercice, certaines d'entre vous ont déjà commencé à le faire, sur la plateforme qui reprend justement ces courbes-là et qui vous montre comment les tracer en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre exercice et à vous entraîner à être bien précise. Donc je reprends mon droit fil, donc pareil, les extrémités de ma ligne, mon droit fil, et je n'oublie pas mon cran. Donc mon cran, il est ici, il doit faire 5 mm, pile poil. Un cran, c'est 5 mm, c'est pas 4, c'est pas 3. Donc vous avez votre cran ici, vous avez vos droits fils, vous avez votre milieu devant en trait mixte fin, votre pièce est complète. Avant de passer à la pièce suivante, on va inscrire les indications. Donc vos indications, elles ont un ordre précis toujours. Donc je vois ici que mon corsage s'appelle le corsage Charline. Donc j'écris
le nom du vêtement en majuscule en premier. Je suis avec la taille et le nom de la pièce. Donc ici, c'est mon en-forme devant. C'est un ordre très précis qu'il faut toujours respecter. Ensuite, fiez-vous à la nomenclature pour savoir combien de fois vous devez couper votre pièce. Donc ici, par exemple, elle est coupée une fois au pli, voilà. Si elle n'est pas coupée au pli, elle sera coupée 2 fois. Donc on n'écrit pas pli à cet endroit-là, hein. On écrit bien ici, coupée une fois au pli. Et puis, par rapport à sa place sur la nomenclature, vous avez ici, par exemple, la 3e pièce, j'ai 4 pièces, donc c'est la 3e pièce sur 4. Mais vérifiez bien sur votre nomenclature, hein. C'est à vous, c'est pas à vous d'improviser, je veux dire, vous faites en fonction de l'information qu'on vous a donnée. Une fois que vous avez cette pièce, vous allez pouvoir la découper avec vos ciseaux. Alors, attention, on ne coupe jamais avec les ciseaux tailleurs. Les ciseaux tailleurs servent uniquement à couper le tissu. Si jamais on vous voit couper avec les ciseaux tailleurs dans le papier, c'est très mal vu. Donc, on prend des ciseaux papier, tout simplement, que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin. Et puis, prenez des longs, hein, ne prenez pas des courts, ça vous facilitera la vie. Il faut couper sur le trait, donc au milieu du trait, voilà, de manière à ce que le trait apparaisse toujours au patron. Hop. Donc vous pouvez parfaitement soulever votre papier de cette manière-là si ça vous permet d'être précise. Donc c'est une opération qu'on ne fait pas, qu'on ne bâcle pas, hein, d'accord? Il faut absolument que vous respectiez, enfin que vous preniez le temps en fait de faire cette opération, que vous respectiez le sens des traits pour qu'ils apparaissent à l'intérieur de votre patron et que vous respectiez également les lignes. Il faut que même la découpe du papier soit parfaitement précise. Si on voit un petit trait blanc à côté de votre ligne, c'est raté. Donc je vous invite à vous entraîner. On a un peu l'impression de régresser en maternelle. C'est vraiment très dur à faire quand on parle, hein. Je vous invite à ne pas parler pendant que vous faites ça. Voilà. Hop. On a l'impression que ce sont des exercices de maternelle, mais en fait, vraiment... Non, c'est technique. Hein. C'est hyper technique. Entraînez-vous à couper au ciseau parce que ce n'est pas rien. Voilà. Donc moi, j'ai tendance à dégager mon travail comme ceci. Hop, de manière à me faciliter un petit peu la tâche et de pouvoir le prendre en main. Voilà. Donc là, cette partie, oui, c'est plus technique. Alors la courbe, c'est vraiment, voilà, c'est très technique. Moi, j'aime bien tendre un petit peu mon papier comme ceci dans ma main. Il faut prendre son temps. Voilà. On passe les ciseaux de l'autre côté. Donc là, mon raccord est très moche, hein. J'espère que vous l'avez vu. Je n'ai pas insisté dessus. Parce qu'on est enfin en live. Là, vous êtes en train de découper, donc ça y est. C'est ça. Ouais, mais non, moi je le vois encore mon trait de crayon là. Ah, en plus, là, je vois que je suis un petit peu à côté du point. Hop, voilà. Et donc, je termine ma coupe et j'obtiens une pièce de patron très propre et parfaitement découpée. Donc, vous vérifiez que vous avez tout. L'écran qui doit être ici. Les droits fils, vos indications dans l'ordre précis dans lequel ils doivent être, et si vous avez eu besoin de reporter, le milieu devant. Voilà. Les indications, j'insiste dessus, hein, il faut qu'elles y soient au complet et dans le bon ordre. Donc votre patron, il est propre, alors que votre transformation peut avoir des découpes, peut avoir des bouts de scotch, peut avoir tout ça. Alors je vous invite à prendre l'habitude de laisser vos papiers par terre quand vous coupez. On ne perd pas du temps, le jour de l'examen surtout, à ramasser toutes ces coupes, hein. Que ce soit pour le tissu ou le patron. On laisse tout par terre, on ramasse à la fin avant de rendre son travail. Voilà, donc vous vérifiez absolument que vous avez le nombre de pièces de patron qu'on vous a demandé dans le dossier technique. C'est vraiment très important, hein. On va vous demander de rendre 4 pièces de patron, il faut que vous ayez les 4. Et parfois, on va vous dire, rendez aussi un patronage d'une pièce uniquement. Donc il faut vraiment prendre le temps, lorsque vous avez fini de découper vos patrons, de vérifier mes numéros. Voilà, bah, c'est assez clair, hein. Si vous avez 4 sur 4 et que vous avez que 3 pièces, bah, c'est qu'il y a un problème. Voilà.
Donc le dossier technique est très important. Après, une fois que vous avez fait cette opération de transformation, donc ça c'est la fin de l'épreuve EP1, vous allez rendre la transformation d'un côté, le patron et le patronage comme je vous le disais, et puis vous allez passer après à l'épreuve EP2 qui se trouve sur une autre journée d'examen, et là on va vous donner un patron tout fait. Alors attention, il est parfois dit que le patron que vous avez fait dans l'épreuve EP1, bah, c'est celui qu'on va vous donner dans l'épreuve EP2, ce sera le même modèle, mais c'est pas tout le temps le cas, donc c'est pas parce que vous avez eu un short à l'EP1 que vous aurez forcément un short à l'EP2, donc ne partez pas forcément là-dessus. Donc vous arrivez à l'EP2, on vous donne un patron, on vous donne du tissu, et la première chose que vous allez devoir faire, c'est effectivement découper le patron qu'on vous a donné, comme je viens de vous le montrer. Alors, parfois on rajoute déjà les valeurs de couture dessus, ça dépend des épreuves, voilà. Donc vous le découpez, et puis ensuite vous allez aller décatir votre tissu. Donc ici j'ai une chute de tissu que j'ai pris parce que c'est suffisant, mais vous aurez une grande laisse, donc effectivement faites attention lorsque vous décatissez à ne pas refroisser le tissu derrière. Alors comment faire? Eh bien tout simplement en utilisant la fonction aspirante de la presse, hein, que vous n'avez pas forcément chez vous, bien évidemment c'est du matériel professionnel, mais c'est simplement une pédale sur laquelle on appuie, elle aspire et elle permet de sécher le tissu bien plus vite lorsque vous allez décatir, puisqu'il vous faut beaucoup de vapeur, et donc vous obtenez un tissu qui n'est pas froissé. Donc vous allez suivre le placement de patron qui est dans votre dossier technique, et vous allez dosser peut-être, potentiellement, la plupart du temps il faut dosser, donc dosser c'est-à-dire plier son tissu endroit contre endroit. Alors il y a plusieurs manières de dosser. On peut dosser lisière contre lisière comme ici. Alors si vous le dossez lisière contre lisière pour utiliser le pli, attention, il est très important de ne pas repasser le pli lorsque vous décatissez. Si vous choisissez de décatir plié parce que la laisse de tissu est très importante, on ne repasse pas le pli, hein, sinon vous avez ce qu'on appelle le pli marchand, il reste en fait sur le vêtement et c'est très disgracieux. Donc vous décatissez correctement, vous dossez, alors lisière contre lisière, ou alors vous pouvez dosser également comme ceci. Voilà, c'est-à-dire que je vais faire toucher mes lisières au centre pour obtenir 2 plis. Par exemple, c'est un très bon exemple dans cette chute. Si mes 2 pièces devaient être coupées au pli, je serais obligée de faire ça, puisque je n'ai pas la place, si je dosse comme j'ai dossé tout à l'heure, j'ai pas la place de mettre les 2 pièces sur un pli. Donc si j'ai besoin de 2 plis, je vais dosser de cette manière. Mais attention, on ne dosse pas de manière aléatoire, il faut absolument mesurer. C'est-à-dire que vous allez, avec votre règle japonaise, mesurer à partir de votre lisière à quel niveau se trouve le pli. Donc si c'est 36,6, eh ben, il faudra que vous ayez 36,6 partout, tout le long de votre tissu. Alors là, c'est un tout petit bout. Sur les grandes valeurs, des fois, on met vraiment beaucoup de temps. Et de l'autre côté, pareil, je prends ma première mesure et puis je dois retrouver la même mesure partout. Alors là, je vais vous montrer comment épingler sur un tissu dossé lisière contre lisière, mais j'avais vraiment besoin de vous montrer comment épingler là-dessus parce que vous pouvez avoir ça le jour de l'examen, hein, un dossage comme ceci avec les lisières qui se regardent, et il faut absolument que vous ne négligiez pas ce moment où vous allez vous mettre dans le droit fil. En fait, mettre son pli parallèle à la lisière, pardon, ça vous oblige, enfin ça garantit pardon, que votre pli est bien dans le droit fil. Donc c'est vraiment très important parce que le droit fil, ils sont intransigeants là-dessus, les examinateurs. Donc lisière contre lisière, vous voyez, il faut ici aussi que je sois absolument dans le droit fil. Donc c'est ici que vous devez être bord à bord. Si le tissu n'est pas bord à bord ici, c'est parce que c'est la coupe marchande. Donc il n'est pas forcément la coupe marchande, elle n'est pas forcément perpendiculaire à la lisière. Hein. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment votre lisière pour avoir un pli parfaitement dans le droit fil. Et je vais venir, avec les indications du dossier technique, faire mon placement de patron. Donc vous regardez votre placement, votre plan de coupe, et puis vous placez les pièces là où elles doivent être, de manière à avoir suffisamment de place pour tracer vos valeurs de couture, et de manière à être dans le droit fil. Donc ici, j'ai la place de placer mes valeurs de couture, que ce soit de ce côté ou de celui-là, et je vais donc épingler ma première pièce. Donc d'abord, on place toutes ces pièces
avant de commencer à épingler. C'est très important. J'épingle pas celle-ci, puis alors que mes autres pièces ne sont pas placées. Sinon, je peux perdre beaucoup de temps si jamais je me rends compte que j'ai plus la place de tout placer. Donc, je vais commencer à épingler. Je commence toujours dans les angles. Et notamment, si vous avez un pli, je commence par épingler au pli. Donc, votre épingle, elle doit se trouver à 1 cm du bord, parallèle au bord auquel vous êtes en train d'épingler. Et quand vous êtes sur le pli, vous êtes sur le pli au millimètre près. Si vous dépassez un petit peu, vous rajoutez ou si vous êtes un peu trop en dedans, vous enlevez de la valeur à votre vêtement. Puis si vous faites ça sur toutes les pièces, la personne ne rentre plus dans le vêtement. Donc faites vraiment très attention. J'épingle comme ceci. Vous remarquez que j'ai toujours une main qui tient mon papier lorsque j'épingle et qui tient mon tissu pour ne pas qu'il bouge. Donc là, en fait, je vais aller mettre une épingle dans l'angle opposé. Et avant ça, je vais vérifier, d'où l'importance de reporter mes droits fils, que mon droit fil ne bouge pas. Donc ici, je suis à 9,8. Donc en haut, je dois être à 9,8. En fait, le papier, il peut très facilement faire comme ça. Là, je pense que vous le voyez bien à la caméra, je suis à 10. Donc si je prête pas attention à ça, c'est d'où l'importance d'avoir remis mon droit fil, et je ne suis pas dans le droit fil sur tout le long de ma pièce. Donc ici je me mets, vous voyez, je vais mettre ma règle japonaise à 9,8 de ce côté, donc je vérifie sur la graduation du haut et sur la graduation du bas que je suis bien à 9,8, et je vais venir faire bouger mon papier pour qu'il se retrouve le long de la règle sur le trait, exactement au millimètre près. Je maintiens mon papier avec ma main et j'épingle dans l'angle, voilà. Alors j'épingle comme ça, vous allez vraiment galérer au début, moi j'ai l'habitude donc ça va très vite, mais vous allez vraiment y passer beaucoup de temps sur l'épinglage. Et donc lorsqu'on épingle et qu'on n'a pas trop l'habitude, on a tendance à faire bouger son papier. Donc dès que j'ai placé mes 2 premières épingles, je revérifie. Alors je suis intransigeante là-dessus, vous devez revérifier absolument vos mesures avant de placer les épingles suivantes, parce qu'on bouge quand on épingle, et ça, c'est vraiment très important de revérifier, parce que sinon, vous pensez être dans le droit fil et en fait, vous ne l'êtes pas. Et quand l'examinateur va venir, vous avez déjà épinglé. Donc lui, il va arriver avec sa règle, il va mesurer, puis il va vous dire « Mais vous n'êtes pas dans le droit fil, mademoiselle !» ou « monsieur, d'ailleurs !» ou « madame !» Et surprise. En fait, vous aurez l'impression d'être dans le droit fil, et en fait, non, vous n'avez pas revérifié. Donc faites bien attention à tout ça. Il faut être extrêmement minutieux. Extrêmement minutieux et repasser plusieurs fois derrière la même opération, en fait. Vraiment, quoi. Donc là, vous avez remarqué que je ne touche absolument pas le tissu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je vous le dis. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai dossé, je ne touche plus à mon tissu. Il est hors de question d'approcher le tissu de soie, de le tourner comme ça, parce que là, je sais pas, j'arrive pas à accéder à l'angle, alors je vais tirer le tissu vers moi pour mettre mon épingle. C'est absolument interdit. Une fois que vous avez dossé, vous ne devez plus toucher à votre tissu. Sinon, vous risquez de décaler le droit fil. C'est quelque chose, si l'examinateur vous voit tirer le tissu vers vous, c'est quelque chose qui vous fait perdre immédiatement des points. Donc vous essayez d'obtenir la plus grande platitude possible avec votre papier pour ne pas qu'il gondole et que du coup vos lignes soient décalées. Et puis vous placez toutes vos pièces. Alors ici, j'ai pas de pli. Donc comment placer mes pièces ? Je vais utiliser la règle japonaise toujours avec la même méthode. Donc si vos pièces sont très loin, vous allez pouvoir utiliser cette fameuse règle qu'on utilise pour ça et qu'on utilise pour rallonger les grandes longueurs. Si vos pièces sont trop loin, vous mesurez à la règle. Évitez le mètre ruban, c'est quand même pas très précis. Vous utilisez les règles longues comme ceci. C'est beaucoup plus solide en fait et ça va vous permettre d'être très précise dans vos mesures. Donc là, voici ma petite technique à moi personnellement. Je choisis une mesure, donc par exemple ici 42. Je sais que cette mesure me permet d'approcher ma pièce et d'être quand même suffisamment loin pour pouvoir tracer mes valeurs de couture. Et donc je vais me mettre parfaitement à 42. Et ici, c'est mon papier qui bouge sous ma règle en fait comme ceci pour pouvoir approcher mon trait de la règle. Si votre pièce est très grande, n'hésitez pas à mettre un poids. Voilà, vous avez posé, vous mettez un poids. Je vous le montre parce que parfois il faut le bouger. Je vais faire un angle. Donc en bas à droite, je fais mon angle. Voilà, j'essaye d'être vraiment parallèle. Et ensuite, je bouge mon poids pour pouvoir aller mesurer en haut. Hop, j'étais à 42. Je revérifie. Ah, j'aurais bien aimé
ne pas y être. Allez, j'y suis pas trop. Voilà, je me remets, donc je refais bouger mon papier. Donc c'est pas grave si j'ai ma première épingle, hein, je peux encore bouger mon papier. Je me remets. Lorsque les pièces sont gigantesques, il va falloir faire ça également au milieu de votre droit fil. Voilà, donc vous pouvez épingler tout le reste de la pièce. Hop, tout le reste des angles. Et vous revérifiez. Une fois que vous avez fait ça, je suis toujours à 42 en haut, toujours à 42 en bas. Et si votre pièce est longue, il faut également vérifier que vous soyez à 42 au milieu. Une fois que j'ai fait tous les angles, donc par exemple je vais faire celui-ci, hop, et celui-là, j'ajoute des épingles sur les grandes longueurs. Ici, hop, j'ajoute une épingle. Alors, j'ai pas trop de grande longueur à proprement parler sur cette pièce, mais parfois dans les grandes robes, il va falloir ajouter pas mal d'épingles. Alors, n'épinglez pas trop, hein. On essaye de mettre une épingle tous les 10 cm sur les grandes longueurs. Là, par exemple, ça sert pas forcément à grand chose que j'en rajoute une. Rapprochez-vous au maximum des angles. Et après, voilà, vous comblez un petit peu les espaces, mais ne mettez pas trop d'épingles non plus, parce que vous voyez, ça soulève un petit peu. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez bien vérifié, l'examinateur a vérifié, vous allez pouvoir tracer avec la craie. Donc, vous suivez les directives de la gamme de montage. Pour que ce soit plus simple et représentatif pour vous dans le live, je vais les noter là sur les bords, celles qu'on va appliquer. Par contre, vous ne les noterez pas hein, le jour de l'examen. Vous pouvez le faire dans la pratique, mais vous ne les noterez pas. Vous respectez les directives de la gamme de montage. Donc, si par exemple ici, je mets 10... ici aussi on va mettre 10, ici je vais mettre 5 dans l'arrondi, ici 20 pour vous montrer, et un petit 0 ici, pour vous montrer comment utiliser la règle japonaise au moment de tracer. Donc vos craies, elles doivent être absolument bien aiguisées. Vous pouvez les aiguiser en cours de route à l'aide du taille-craie si elles vous font un trait qui n'est plus très fin, parce qu'en fait elles s'abîment assez rapidement hein, pendant que vous tracez. Donc j'utilise la règle japonaise en fait maintenant dans ce sens-là, c'est-à-dire que j'ai une valeur de couture ici qui fait 10. Donc je vais utiliser les 1 cm de la règle japonaise dans la graduation dans ce sens-là, ce que j'expliquais tout à l'heure à Jérémy un peu plus tôt dans le live. Voilà, donc je vais pouvoir m'approcher de la première ligne et je vérifie bien que tout le long de la ligne que je dois reporter, je suis bien. Attention à l'épaisseur de la craie, hein. Donc il faut vraiment que votre craie soit très très fine. Et je trace. Voilà. On essaye de ne pas aller trop loin, c'est-à-dire que je sais que ma valeur de couture suivante est de 1 cm, donc j'avance de 1 mais pas plus. Voilà, ce qui me permet de ne pas avoir des grands traits qui partent dans tous les sens et de toujours effectuer un travail propre, hein, comme je le répète encore et toujours inlassablement. Voilà. Ici, ma valeur de couture est de 0,5, donc je peux toujours utiliser voilà, la règle japonaise comme ceci, mais comme c'est une courbe, je vais faire des petits pointillés un petit peu partout. Voilà, en me servant toujours de la même graduation, c'est-à-dire que ici, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est au niveau du 34 que je suis à 0,5. Au niveau du 34,5, je n'y suis plus. Hein. Donc mon pointillé, je vais le faire au 34. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je ne sais pas, prof Émilie, si vous avez... Moi, je suis. Ouais, vous buvez mes paroles. Écoutez, oui, effectivement, ça fait pas mal d'informations. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. En fait, c'est tous les cours de début de formation, c'est toujours énormément d'informations à retenir. Et en fait, c'est vraiment en pratiquant que vous allez tout retenir. Donc, c'est très, très important de pratiquer régulièrement, hein, vraiment tous les jours. Et la coupe, on a tendance à l'oublier. C'est une partie de la formation qui est très importante et pour laquelle vous avez besoin de vous entraîner. Il y a beaucoup de choses à retenir. Donc, ne lésignez pas là-dessus. Je relie donc mes pointillés avec le pistolet, voilà. J'appuie bien sur mes traits parce que les traits un petit peu effacés ne sont pas conformes, hein. Donc voilà, vous reliez vos courbes, voilà. Et puis, on va arriver à la fin. Ce que je veux vous montrer aussi qui est très intéressant, voilà, ici, hop. Je prolonge comme ceci dans l'alignement, c'est que vos lignes
de valeur de couture de 0, il faut absolument les tracer aussi. Alors ce qui peut arriver le jour de l'examen, c'est que vous ayez déjà les valeurs de couture sur le patron. Ce ne sera pas forcément un patronage, mais un patron avec valeur de couture. Et du coup, il faudra tracer autour de votre papier comme ceci. Donc il faut que vous appreniez à le faire au cas où il y ait les valeurs de couture sur votre patron le jour de l'examen. Vous tracez autour du papier. Voilà. Avec les outils, hein. Vous ne vous servez pas du papier comme règle. Voilà, une fois que vous avez tracé, vous vérifiez que vos lignes ne soient pas effacées. Celle-ci, je peux venir remettre un petit coup. Et vous tracez vos crans. Un cran, c'est 5 mm. Donc j'ai fait exprès de prendre cet exemple parce que quand vous avez une valeur de couture de 5 mm, il va falloir aller un tout petit peu au bout, mais vous n'allez pas cranter non plus en entier, hein. Voilà, donc vous insistez bien sur le cran. Alors là, j'ai un tissu qui n'est pas... La craie n'est pas très visible dessus, donc insistez bien. Voilà, je vais tracer la seconde pièce. Je vais laisser Prof Émilie énumérer ce qu'il faut retenir pour l'examen. Ok, qu'est-ce que c'est? Alors, donc au niveau des tops et des flops, donc en fait on va vous parler un petit peu des choses qui peuvent vous faire gagner des points le jour J et certains éléments qui peuvent vous en faire perdre. Alors commençons tout d'abord par le P1. Au niveau des points qui sont assez faciles à gagner, c'est lorsque l'on travaille proprement, lorsque vous vérifiez correctement vos assemblages, qu'il y ait également une vérification des angles droits, ainsi qu'une information utile concernant l'écran et les indications sur le droit fil. Il est important, bien évidemment, d'avoir des coupes propres et conformes aux attentes de l'examen. Parlons à présent toujours concernant le P1 des flops, donc ce qui peut vous en faire perdre. Donc tout ce qui est utilisation de matériel inapproprié ou sale. Donc ça, Prof Margot, c'est vrai qu'elle a pas mal insisté tout à l'heure. Ça, c'est sûr. Pour vous faire comprendre ce qu'il ne faut absolument pas faire. Et puis les informations manquantes ou justement des informations qui sont en trop grand nombre sur votre travail. Voilà, comme je disais tout à l'heure, un cran que vous avez placé, que vous n'auriez pas dû placer et qui sert à rien, eh ben, il est aussi inutile qu'un cran manquant. Donc, il va vous faire perdre autant de points que si vous avez oublié un cran. Donc, attention à ne pas rajouter des informations comme ça en se disant tiens, ça va me... ça va me rajouter peut-être des points si je mets ça. Voilà, ce ne sera pas le cas, au contraire. Ouais, ça va vous en faire perdre. On a quelqu'un qui demande le fait que certaines lignes se croisent dans les angles. Est-ce que c'est grave ou pas? Alors, se croise, c'est-à-dire dépasse. Alors, comment on va demander se croise, ouais, quand elle dépasse comme ceci. On va demander. Alors, une chose est sûre, c'est que vos lignes ne doivent pas se toucher. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que vos lignes ne doivent pas se toucher, c'est-à-dire que je ne peux pas utiliser, alors là ce ne sont pas des rectangles, mais je ne peux pas utiliser par exemple cette ligne d'épaule comme ligne du bas d'une autre pièce, hein. Il faut vraiment décaler vos pièces absolument et avoir des valeurs de couture qui ne se touchent jamais. Après, quand vous avez, peut-être c'est ça dont elle parle, hein, quand vous avez des petits croisements comme ça, si ça dépasse pas 0,5 mm, c'est conforme. Voilà. Vous savez que vous devez aller au bout. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question de... On va demander à Angie, normalement, ouais, je pense que c'est ça. Émilie? Alors donc on va juste terminer sur l'épreuve de l'EP2 et donc au niveau des tops, il est très important de gagner des points en plaçant en fait correctement ses épingles. Il faut bien sûr que ce soit conforme, il faut que les tracés soient propres et des découpes et des crantages au millimètre. Ensuite, ce qui peut en faire perdre pour l'EP2, c'est donc le droit fil non respecté, des traits de craie trop larges ou illisibles, une découpe imprécise par rapport aux valeurs de couture rognées ou trop grandes, et pour terminer, pourquoi pas, on le dit encore une fois, des crans manquants. Tout à fait. Angie précise sa pensée, c'était dans le bas, oui, les lignes de craie. Voilà, c'est ça. Si ça ne dépasse pas trop, si vos lignes se croisent et qu'elles font 1 cm et qu'elles dépassent, ça fait pas propre, ça fait pas net. Si vous vous êtes un petit peu trompé là dans l'évaluation de la longueur de votre valeur de couture, ça passe. Comme ceci, là, c'est encore acceptable. Voilà. Parfait. Je vais, voilà. Merci pour ça que j'ai répondu. Prof Margot. C'était ça. C'est voilà. clair.
Je vais vous montrer maintenant, ce sont les dernières étapes de ce live. On arrive à la fin, ça fait beaucoup d'infos, hein, je le sais, mais vous pourrez le revisionner bien évidemment. Donc je vais vous montrer comment couper votre tissu. Donc encore une fois, je ne touche pas au tissu, il reste en place. Vous pouvez mettre des poids dessus pour bien vous rappeler de ne pas le toucher. Et puis je vais me déplacer autour du tissu. Alors sur les énormes robes de mariée, parfois on est obligé de monter sur la table, hein, tellement on ne doit pas toucher le tissu, absolument. Ce sera sûrement pas le cas le jour de l'examen, voilà. Donc je commence. Non, mais on se déchausse pas. C'est véridique. En présentiel, les élèves montaient parfois sur la table quand on avait des gros travaux, parce qu'en fait le tissu ne doit absolument pas bouger, sinon tout peut tomber à l'eau. Faussé, en fait. Quoi. Voilà, tout peut être faussé, exactement. Donc j'utilise une paire de ciseaux tailleur pour couper le tissu. Pareil, quand vous allez beaucoup couper, la paire de ciseaux tailleur, choisissez de la qualité, sinon tout de suite vous avez mal dans les bras, voilà, mal dans le dos. Il faut pas qu'il soit trop lourd. Alors ça, c'est ma petite marque fétiche, Kai. Donc bien évidemment, vous pouvez la retrouver chez nos 2 partenaires. Voilà, pensez à sortir l'index des ciseaux pour plus de confort en fait. Voilà. Du coup, vous allez soulever votre tissu de cette manière pour faire passer votre lame dessous, et vous allez couper, contrairement au papier, en dedans du trait. C'est-à-dire qu'il faut que votre trait disparaisse, parce qu'en fait, c'est une épaisseur de craie qui rajoute à la valeur de couture. Je ne vais pas au bout de mes ciseaux, jamais. Je vais au bout de mes ciseaux quand j'arrive à la fin de la ligne. Et là, pour le coup, je ne dépasse jamais de la ligne. Ça, c'est très important. Alors là, vous pouvez le faire à la craie, pourquoi pas un petit peu. Et là, si vous dépassez de votre ligne, ça vous fait perdre des points. Je tourne ma paire de ciseaux, en fait. J'essaye autant que faire se peut de suivre, de couper en fait les lignes qui se suivent. Après, il y a des fois où on ne peut pas. Voilà. Il y a Angie qui nous dit qu'elle a le vertige et qu'elle ne peut pas monter sur la table de toute façon. Ça marche. Surtout qu'il est possible qu'il y ait des tables qui ne soient pas trop fiables, donc faites quand même attention. Voilà, donc là, si j'avais la possibilité de tourner autour de la table, je serais repartie dans ce sens-là. Alors parfois, ça nous met dans des positions un petit peu inconfortables. Comme là, je suis bloquée, hein, parce que je ne serais pas du tout assez précise si je coupais comme ça. Je repars de la ligne du bas. Donc attention à ne surtout pas couper dans le papier. Donc là, encore une fois, vous avez vu la précision avec laquelle je coupe. Donc vraiment, je m'applique, je vais doucement. Alors là, en plus, je parle en même temps, donc ça joue vraiment sur la précision. Vous devez être très concentré. Vous allez voir qu'au début, quand vous aurez fait une journée de coupe, à la fin, vous serez vraiment très fatigué. C'est normal, ça demande une concentration très grande. Voilà, donc je peux bouger un petit peu comme ça la chute que je viens de couper. Je coupe toujours en dedans de mon trait. Et ensuite, je vais venir couper la courbe. Hop, je mets un poids ici pour être sûr de ne pas bouger. Et je vais, vous voyez, ouvrir comme ceci mon tissu, en coupant toujours en dedans du trait. Hop, et je fais ma courbe. Alors là, vous ne le voyez pas, mais je suis sur la pointe des pieds, en fait, pour pouvoir être au-dessus parfaitement de la lame de mes ciseaux, parce que votre œil doit se placer à cet endroit-là, sinon vous n'êtes pas du tout suffisamment précisé. Attention, de quel côté vous coupez également. Voilà, alors là, ça arrive très souvent quand on rejoint les lignes, c'est pour ça qu'il est préférable de suivre les lignes. Voilà. Donc ici, on a une question, Margot. Oui, allez-y. Peggy qui nous demande si on a un petit peu trop de tissu lors de la coupe, on peut recouper après? Alors, c'est-à-dire un tout petit peu trop de tissu? Comme ce que je suis en train de faire là. Alors précisez, Peggy, s'il vous plaît. Je pense que c'est ce que je suis en train de faire dont elle parle, c'est-à-dire que si j'ai coupé un petit peu trop en dehors de la ligne, par exemple c'est mon cas ici, je trouve que mon arrondi est pas très beau, sans souci, vous pouvez venir, maintenant cette pièce-là, vous pouvez la manipuler sans problème, hein, vous l'avez coupée, donc je peux venir faire une petite rectification comme je suis en train de faire ici. C'est bien cela dont elle Voilà, parlait, je pense, ouais. Donc, c'est-à-dire, je viens enlever, refaire un petit peu ma courbe. Et puis, alors, avant de mettre ma pièce sur le côté, de la dégager, je vérifie. Ici, j'ai un cran. Je le crante à la pointe des ciseaux, donc normalement de 5 mm. Et quand vous avez comme ici une valeur de couture de 5, ne crantez pas de 5, hein, sinon ça fait un trou dans votre vêtement. Vous pouvez cranter de 4. Donc je crante avec la pointe des ciseaux, je vérifie que mes 2 épaisseurs soient crantées. Et je dégage mon travail, c'est-à-dire que je mets ma pièce de l'autre côté.
Voilà, je vais aller un petit peu plus vite ici. Alors du coup, je pense que Prof Margot peut peut-être en profiter pour donner une petite astuce du prof. Voilà, tout à fait. Donc ma petite astuce du prof à moi, c'est comme je vous l'ai répété assez souvent, de suivre absolument et impérativement votre dossier technique. C'est-à-dire que pendant les épreuves, on ne vous demande pas d'être créative, j'insiste vraiment là-dessus. Tout est dans le dossier technique. Donc s'il y a des informations que vous ne trouvez pas, vous n'improvisez pas, c'est tout simplement qu'on ne vous le demande pas. Si jamais il n'est pas question de patronage, enfin si on ne vous donne pas par exemple de valeur de couture pour un patronage, c'est que vous n'avez pas à faire de patronage. Donc si vous prenez l'initiative de faire un patronage parce que vous l'avez vu en cours ou que c'est déjà tombé à d'autres examens, vous perdrez des points. Encore une fois, ce que vous rendrez en trop vous fera perdre des points. Donc vraiment, suivez les directives, regardez tous les tableaux. En fait, pas de zèle le jour de l'examen. C'est ça. Non, justement, en parlant de l'examen, on a une question de Coralie Émilie. Oui. Alors, Coralie nous demande, je sens que le jour de l'examen, avec le fauteuil roulant, ça va être compliqué pour la coupe. Ça va être très compliqué même. Je pense que toute la partie coupe pourra difficilement être réalisée. Honnêtement, je ne sais pas comment faire avec un fauteuil roulant. Au niveau des salles d'examen, justement, est-ce qu'il y a des conditions pour les personnes à mobilité réduite? Je pense que vous devez vous rapprocher du centre d'examen, effectivement, pour qu'ils le prennent en compte. Mais une table de coupe à hauteur, de toute façon, c'est très compliqué parce qu'effectivement, comme je vous le dis, parfois, là, je suis sur un tout petit bout parce que j'ai pas la table pour. Mais le jour d'examen, vous aurez peut-être à faire une robe et le tissu fera peut-être 2,50 m. Et donc, lorsque vous devez couper la pièce qui est au milieu, vous ne pourrez pas ramener le tissu vers vous. Mais Coralie nous précise qu'elle peut se mettre debout, mais que de temps en temps, elle doit être sur le fauteuil. Voilà. C'est NJ, d'accord. Ouais. Ok, pardon. Voilà, du coup, si vous pouvez être debout, effectivement, c'est un métier qui demande absolument de tourner autour de la table. Je ne sais pas s'il y a des tables adaptées le jour de l'examen, mais si vous pouvez vous mettre debout, ça vous facilitera la tâche. Après, je vous avoue, moi ayant des problèmes de dos, que la coupe, c'est quelque chose qui fait très mal au dos et qui est assez usant quand même pour le corps, donc c'est des positions qu'on doit respecter et qui sont très fatigantes. Voilà, ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup d'entraînement. C'est pas forcément de tout repos, on est d'accord. C'est assez contraignant pour le corps. Je finis ce live en vous disant qu'une fois que vous avez dégagé, que vous avez coupé vos pièces et dégagé, c'est-à-dire vous les mettez les unes sur les autres à l'autre bout de votre table de coupe, vous obtenez ceci, c'est-à-dire un bout de tissu avec les pièces à l'intérieur qui sont découpées, et vous pouvez à ce moment-là, enfin, toucher à votre tissu et le sortir de la table pour travailler ensuite sur vos pièces de patron. Donc cranter, venir passer les fils plats, voilà, tout ce que vous aurez besoin de faire juste avant de passer au montage, puisque concrètement là, c'est l'épreuve d'après. Très bien. Voilà. Très bien, merci Margot pour ce live. J'ai réussi à tout dire, ça fait beaucoup d'infos, on est d'accord, mais voilà, c'est très important pour que vous puissiez démarrer correctement la formation, d'avoir toutes ces petites étapes, puisqu'il faut respecter tout ça pour obtenir un travail précis et ne pas être coincé pour la suite. En tout cas, on est ravis parce que malgré nos difficultés de connexion, tout le monde ou presque est revenu. Regardez le sourire. On a appris beaucoup de choses. On vous promet, enfin on vous promet, je vous promets rien. on va essayer. Parfois la technologie nous prend de court. Donc on va essayer de vous faire un replay monté, voilà, sans ces coupes, pour avoir cette vidéo dans la continuité la plus totale. Alors moi je vous lance un petit défi, j'ai fait pas mal de petites erreurs au cours, voilà, avec le stress et tout ça, donc je vous invite à faire la liste de toutes les petites erreurs que vous avez remarquées. Les 7 erreurs. Voilà, il y en avait plein, j'en ai vu pas mal moi, où je me dis oulala, ça c'est pas ouf. Donc comme j'ai bien j'ai bien insisté sur tous ces points-là et que j'ai fait les erreurs moi-même, je vous invite à en faire la liste pour voir si vous avez bien suivi ce live. En tout cas, les participants te remercient, vraiment. Merci beaucoup, très instructif, très bien animé. Un grand merci, vous étiez au top. Voilà, donc malgré les petits ratés, voilà, les participants sont ravis. Merci, prof. Très bien, merci à tous d'avoir participé. Merci Margot, et désolé pour ces petits problèmes techniques pour votre premier live. Voilà, ça arrive, on espère, on touche du bois que ça n'arrivera plus. Vous préparez quoi pour le prochain live le mois prochain? Alors pour l'instant, il n'y aura pas de live le mois prochain.
effectivement, j'habite un petit peu loin, puis on va se concentrer plutôt sur les vidéos. Jérémy, vous venez chez moi le mois prochain, vous vous rappelez? Faisons un live chez vous. Voilà. Donc on verra si on peut faire un live chez vous, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Enfin, chez moi, je pense qu'on n'aura pas le temps. Et puis on verra plus tard pour les prochains lives. On n'a pas encore établi les thèmes. Très bien. Voilà. Et ben on voit ça pour la rentrée de janvier. Exactement. En attendant, on vous Merci. concocte plein de vidéos pour la plateforme. On rappelle la plateforme, hein, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur YouSchool, pardon. C'est quoi exactement YouSchool? Alors la plateforme, ça marche un peu comme un réseau social, c'est-à-dire que vous allez y retrouver tous les cours, en fait, toute la partie cours avec les vidéos, les supports techniques, les exercices. Et puis vous avez comme un peu une page Facebook où vous allez pouvoir poster vos réalisations. Et puis les profs sont là pour vous répondre, pour voir les photos de votre travail, pour vous corriger. Vous avez des réponses assez rapides. Et puis surtout, le petit plus, c'est toute cette communauté en fait qui a accès à la page, donc la communauté de YouSchoolers qui est là également et qui se soutient, qui s'entraide. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une super communauté sur cette plateforme. Nous avons la chance Déjà avec Prof Sarah, ouais, voilà, une formation qui est toute récente et on a déjà une communauté. C'est vrai que c'est honnêtement, on le dit, ça cartonne. Ouais, ça marche très métier bien. de la mode, on ne s'attendait pas à ce point, mais c'est un carton total. Tout le monde est très bienveillante les unes envers les autres. Alors, j'oublie souvent les hommes dans cette formation, mais on en a aussi, donc on ne vous oublie pas. Voilà, mais tout le monde est très bienveillant. Et effectivement, c'est le petit plus, c'est-à-dire que si nous, on est en week-end, parce qu'on est en week-end parfois, les YouSchoolers peuvent s'entraider. Il y a vraiment toujours un peu du monde sur la plateforme et ça vous aide vraiment à progresser et à avancer dans votre formation à votre rythme, en fait. C'est vraiment le gros plus de YouSchool. Et moi, j'invite les personnes qui ne sont pas encore inscrites chez nous. Eh bien, sachez que vous avez 15 jours d'essai gratuit pour venir nous découvrir. 14 jours 15 jours 14 jours. Je crois que c'est 14 jours. 14. Je sais pas. En tout Et cas, au 15e, voilà. on se décide. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous pouvez effectivement, comme le dit Émilie, Venez nous tester rencontrer. gratuitement la plateforme, Tout à fait. pouvoir parler aux professeurs, aux autres étudiants, vous créer un compte, regarder toutes les vidéos, avoir accès à toutes les fiches techniques. Enfin, Tout à vous avez fait. un accès complet à la plateforme pendant 14 jours au minimum. C'est ça. Donc, et c'est 15. gratuit. Peut-être 15, à voir. Je crois que c'est 14. Mais voilà. Donc, vous pouvez tester gratuitement la plateforme. Donc, ça n'engage à rien. Testez et voyez si ça vous plaît. Vous continuez avec nous. Voilà. Et je crois d'ailleurs, pour en parler, que si vous avez des droits CPF, on va en parler parce qu'on n'en parle jamais. Tout à fait. ouais. Ouais. Les droits on peut CPF, les vous pouvez vous en utiliser. servir. Si vous êtes par exemple complètement. en reconversion, si vous avez accumulé des droits grâce à vos travaux précédents, CPF, eh bien, la formation peut être 100% prise en charge. Ça dépend. Tout à Financé fait. complètement. Financé complètement complètement. par la formation. par Et le alors, dans les CPF. 15 jours, on a souvent des retours des étudiantes qui prennent peur un petit peu sur le contenu, puisqu'effectivement, il est très très complet. Hein. C'est une formation, même toutes les autres personnes chez YouSchool n'arrêtent pas de me le dire, elle est très technique, très complète. Donc ne prenez pas peur, n'ouvrez surtout pas les annales d'examen les 15 premiers jours, parce que ça peut faire peur, tous ces dossiers techniques. Ne vous en faites pas, la progression est très bien faite pour vous aider à aller au bout. Et Prof Sarah et moi-même sommes là pour vous accompagner. Donc ça peut faire peur au début, les termes, parce qu'on se dit toujours que la couture, c'est facile. Mais là, on est vraiment dans une approche très professionnelle. Donc ne prenez pas peur au bout des 15 jours, restez avec nous. Nous serons là pour vous accompagner. Oui. On le rappelle, ici, c'était bien un live, hein, donc c'est pas Tout à comme fait. ça que sont les vidéos de cours de Non, formation. Voilà. Hein, c'est Et pas comme c'était ça. le premier. Donc C'était c'est le pour premier. ça qu'on est un Soyez petit peu... indulgents. Voilà, c'est ça. Voilà, dans les vidéos de formation, évidemment, elles sont montées en avance, donc il n'y a pas de souci de connexion. Voilà, les Ça, vidéos vraiment, ça restent va. sur la plateforme, vous y Dépend avez direct. accès. Effectivement, Il y a des elles gros correspondent plans. au cours, il y a des gros plans, Voilà, on c'est voit tout zoomé. parfaitement, etc. On va pouvoir prendre le temps de refaire ce On qui va ne va refaire, pas. voilà, on va Si je refaire fais d'autres des vidéos. erreurs, on ne garde pas le plan. Exactement. Voilà. On vous fera des vidéos parfaites. Voilà, on en a déjà plein et on va en rajouter. Donc le mois prochain, je me rends dans la Drôme. Voilà. Tout à fait. Avec ma Et grosse je vous doudoune, et accueille c'est avec parti. plaisir, Jérémy et votre équipe. Avec plaisir, Margot. Merci en tout cas. Merci à vous tous d'avoir suivi ce live que vous retrouverez donc en replay. Hein. Je sais pas à quoi va ressembler le replay, honnêtement. On va bosser un peu sur notre montage. Voilà, pour pallier ces problèmes techniques. Donc on vous mettra sur la plateforme dans les informations générales et que vous retrouvez également sur YouTube, sur notre compte YouSchool tout simplement, et sur Facebook YouSchool Mode. À très bientôt. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et merci Margot. Vous repartez quand cet après-midi là Demain matin. Demain matin. Ah, quand même. Ok. Voilà. Très bien. Eh ben, repartez bien et on se voit nous au mois de décembre. Eh bien, tout à fait. À très vite. bientôt. À bientôt. Au revoir.